On va vous demander de prendre place, s'il vous plaît. Et on démarre avec un discours introductif de Marc Gurgan, qui est du coup le directeur du département d'économie de l'École normale supérieure. Merci beaucoup. Bonjour. Donc Frédéric Worms, le directeur de l'ENS, qui ne peut pas être avec nous, m'a demandé de le représenter. Et comme dirait Frédéric, je serai très bref. Si j'ai le plaisir d'introduire cette deuxième conférence Daniel Cohen, c'est parce qu'elle est, disons, sponsorisée par le département d'économie. Et sponsorisée, ça veut dire en clair que ni moi ni le département d'économie n'avons absolument rien fait. C'est une conférence qui est une initiative des élèves qui ont tout conçu, tout organisé, cette année comme déjà l'année dernière. Alors évidemment, je considère que c'est une activité du département parce que les élèves sont le cœur du département et ils le démontrent ce soir. Alors cette initiative me fait évidemment énormément plaisir car rien n'est plus conforme à l'esprit de Daniel, rien ne lui ferait à lui aussi plus plaisir que de voir les élèves qu'il a formés prendre au sérieux l'économie, c'est-à-dire croire qu'elle est utile au débat public. Et j'insiste sur le terme de débat, car vous avez choisi un thème extrêmement politique et vous avez choisi à dessein un sous-titre qui dramatise la nature politique de cet enjeu et je trouve que c'est une excellente idée. Daniel croyait à l'idée que l'économie est une science sociale, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est la rigueur des raisonnements théoriques, la rigueur du traitement des données, la rigueur de l'interprétation des données, qui est un préalable pour confronter les valeurs comme on peut le faire ensuite. Et d'ailleurs, si vous voulez vous convaincre qu'il n'y a pas de pensée unique en économie, je vous invite à examiner la composition du département d'économie de l'école. Il y a malgré tout une chose qui m'attriste un peu, que j'ai réalisé en réfléchissant à ces quelques mots, c'est que cette génération d'élèves, qui sont depuis peu plus ou moins des anciens élèves, on peut discuter les détails, mais en gros, Mathias, Laure, Ferdinand et les autres, eh bien, c'est, je pense, à peu près la dernière à avoir reçu l'enseignement de Daniel Cohen. C'est donc particulièrement touchant qu'ils aient le souci de perpétuer sa mémoire et qu'ils le fassent de façon si fidèle à son enseignement. Merci à eux, merci aux intervenants de ce soir, merci à vous tous d'être là et bonne soirée. Bonjour, d'une part, je suis Martin Andler, je suis pas économiste, je suis mathématicien. Je suis là parce que je suis président de la ULM, mais je vais commencer par porter un message de la part de la famille de Daniel Cohen, donc de la part de Pauline, sa fille, Martine, sa femme, et Michel Cohen, son frère, qui sont très heureux, qui me disent de vous dire qu'ils sont très heureux que les anciens étudiants de Daniel perpétuent sa mémoire en organisant cette conférence. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que la ULM a aidé à l'organisation de cette conférence sur le plan financier, pas sur le plan intellectuel. Ah ben, il est là. Bon, il vérifie qu'on s'était mis d'accord. Donc c'est Michel Cohen, donc, au premier rang, que la ULM a contribuer financièrement à l'organisation de cette conférence sans intervenir sur son contenu, mais comme j'ai la parole pendant 10 secondes, je vais quand même dire que Daniel Cohen est venu à la politique, il est venu à l'économie parce qu'au départ, il s'intéressait à la politique et son engagement comme économiste a été toujours parce que l'économie, c'était l'économie, comme on appelait l'économie politique. Et que l'engagement se reflétait dans son engagement comme l'engagement politique se reflétait comme engagement comme économiste. Il a certainement évolué dans ses engagements politiques entre ce qu'il faisait quand il était étudiant et que nous nous sommes connus comme étudiants et ce qu'il est devenu plus tard, mais le principe de l'engagement a toujours été extrêmement fort et donc je pense qu'il vous encouragerait aussi toujours à vous engager. Merci. Donc, merci à Marc et M. Andler pour leur soutien tout bêtement dans ce projet.
Donc bienvenue à tout le monde, on est vraiment heureux de vous accueillir dans l'enceinte de l'ENS. Donc c'est vraiment le lancement officiel de la conférence Daniel Cohen. L'année dernière, avec Mathias et Ferdinand, on avait organisé une conférence dans ce même endroit sur la convergence socio-fiscale des économies européennes. Il se trouve que c'était un peu l'angle mort du rapport Draghi qui venait d'être publié à ce moment-là. Et le format a bien pris, le débat était plutôt fécond. Donc en fait, on a décidé de le pérenniser. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de lancer cette conférence. Le constat qu'on avait fait, c'est qu'à mesure que la recherche économique avançait, les incitations académiques poussaient les chercheurs à se spécialiser davantage sur des thématiques précises, sur des méthodologies particulières. Et on avait le sentiment qu'on perdait légèrement de vue la perspective un peu de synthèse ensembliste qui quand même fait de l'économie originellement une science sociale avant d'être une science du traitement des données. Et donc voilà, c'est ça qu'on essaye, c'est cet esprit qu'on essaye d'entretenir et de perpétuer dans cette conférence. Alors l'équipe a un peu grandi par rapport à l'an dernier, notamment Quentin Regnault qui vient d'arriver, quelle entrée synchronisée. Donc Quentin Regnault nous a rejoint et avec lui on a développé une filière média. Donc sur les réseaux sociaux, on essaye de développer une activité de vulgarisation des publications académiques en économie en lien avec l'actualité. Donc là, par exemple, c'est les couvertures de nos publications sur l'économie du narcotrafic, l'économie l'économie électorale municipale, ou encore la taxation des héritages, parce que c'est des thèmes qui sont apparus dans le débat récemment. Donc vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, si vous voulez suivre cette activité. Et on essaye également d'être présent sur TikTok, YouTube et Twitter. Mais bon, on débarque. Donc, ce qui nous est apparu, c'est que cette activité de vulgarisation et de synthétisation, finalement, elle était vraiment, elle infusait de l'esprit des travaux de Daniel Cohen, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il a quand même lutté de façon acharnée pour faire entendre dans le débat public les bienfaits de la prospérité économique, de la croissance, mais pour autant, il n'a jamais été dupe du fait qu'il fallait vraiment intégrer l'effet culturel et sociétaux à l'analyse des grandes évolutions économiques, quoi. Et c'est vraiment ça qui nous est cher dans la pensée de Daniel Cohen. Et notamment, ce qu'il voyait venir au XXIe siècle, c'était l'apogée de la violence. Et ce qui a notamment préoccupé le dernier chapitre, ce qui le préoccupait dans le dernier chapitre du Monde est clos et le désir infini, c'était de savoir quelle serait la transformation qui nous permettrait d'éviter un crack de la violence au XXIe siècle. Et donc c'est un peu ce qu'on essaye d'explorer avec ce cycle de conférences, il y en aura une chaque année, ce cycle de conférences Daniel Cohen. C'est vraiment à chaque fois savoir quels seront les pactes collectifs qui nous permettront d'éviter ce crack de la violence. On aurait bien aimé que Daniel soit avec nous pour y penser, mais au lieu de quoi, on entretient sa pensée. Ferdinand ? Oui. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là ce soir. Alors j'avais prévu des trucs à dire, mais en fait les différents intervenants avant ont quasiment tout dit, donc je vais être très très bref, encore une fois. En gros, effectivement, on l'a fait déjà l'an dernier, c'est pour ça qu'on a voulu le refaire cette année, mais l'an dernier, pour le refaire, il nous fallait trouver un peu un concept, une idée, et cette idée, elle a découlé effectivement tout simplement du fait qu'on avait tous été ici, tous les trois, élèves de Daniel, et du coup les trois grandes convictions qu'on va essayer d'insuffler ce soir, c'est la première, c'est qu'effectivement tout le monde l'a dit jusqu'ici, que l'économie est une science sociale dans le sens où elle nous fait tirer des conclusions qui doivent être replacées dans un écosystème plus large, d'autres conclusions tirées par d'autres sciences sociales. Ce soir il y aura la sociologie qui sera représentée, la fois dernière c'était la géographie. Voilà. La deuxième chose, effectivement ça a été dit aussi, c'est que l'économie et la politique en fait sont mutuellement bénéfiques, qu'une question politique doit mener à la fin à une question économique, et que si on creuse le débat, si on creuse, on doit pouvoir se poser aussi une question scientifique, et puis inversement, que le fait de regarder les choses d'un œil économique, ça permet de densifier, ça permet de réanimer des concepts politiques. Parfois on perd un peu le sens des concepts politiques, et ça peut être une bonne façon, en venant de l'économie, de se reposer le problème et de le voir avec un œil neuf. Et puis la dernière chose, c'est que Daniel, et ça c'est vraiment une question, enfin c'est vraiment l'expérience qu'on a fait tous les trois, c'était un amoureux du débat le plus dense possible, celui qui laisse la place au plus grand nombre d'enjeux, qui laisse l'esprit le plus ouvert possible, et surtout qui laisse la place à l'intuition. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on essaie de s'inscrire ce soir, et vous nous direz à la fin si on a réussi. Merci beaucoup. Alors, pour
en venir au thème de la soirée. Donc en 1991, le livre blanc sur les retraites du gouvernement Rocard alertait déjà le système de retraite ne pourra pas survivre sans adaptation profonde face aux évolutions démographiques. Il ouvre en France une série de réformes dites paramétriques qui visent à ajuster la balance des retraites. Donc il y a eu 1993, 2003, 2010, 2014, 2023. Et pour autant, l'ambition initiale n'a jamais été atteinte. Aucune réforme véritablement structurelle n'a vu le jour, et ni sur la coexistence de multiples régimes, ni portant sur les fondements même d'un système par répartition. Et même ceux qui ont porté cette promesse, comme l'avait fait Emmanuel Macron en 2017, y ont finalement renoncé. Alors, cette méthode des réformes paramétriques, on en voit clairement les limites. Aujourd'hui, quand on prend par exemple les sondages, 70% des Français étaient hostiles à la réforme proposée en 2023, et 75% des Français considèrent qu'à horizon 2050, le système de retraite par répartition n'existera plus. Au fond, ce qui est en panne, ce n'est pas seulement le mécanisme financier des systèmes des retraites tel qu'il existait, tel qu'il est hérité de l'après-guerre, mais c'est notre capacité collective à définir un compromis durable entre les générations. Et le débat sur les retraites, en fait, c'est un débat qui cristallise au-delà des simples retraites, des clivages très puissants. Déjà la crainte d'un déclassement, à la fois celui d'une génération et celui du pays tout entier. La difficulté croissante à maintenir un taux de natalité qui limite le fardeau des retraites pour les actifs. Et la question, évidemment, largement éludée, de la transmission et de la taxation des 9 000 milliards d'euros de patrimoine qui changeront de main dans les 15 prochaines années. Donc c'est à l'intersection de ces tensions, ces lignes de tension, que nous posons la question centrale de cette conférence. Quel traité voulons-nous établir, quel traité de paix voulons-nous établir entre les générations ? C'est un traité donc, qui ne se limite pas aux retraites, même si ça va être le sujet central de la conférence, mais qui engage une vision du travail, de la solidarité, de l'héritage, et celle d'un pacte social établi sur le temps long. Et donc, voilà. Pour avoir quelques éléments chiffrés sur ces différents points, nous vous proposons de vous référer au fascicule thématique qui a été élaboré par Antoine Hébert, qui vient de rejoindre l'équipe, et qui a été disposé dans toute la salle. Et donc sur ce, je peux laisser la parole aux invités. Donc, Adrien, Auclair, voilà. Je mets les slides. Comment on... Ouais. Voilà. Merci, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. Donc, je vais vous parler de croissance, du lien entre la démographie et la croissance. Alors, si on réfléchit à ce sujet, bien sûr, on voit tout de suite que l'évolution démographique est complètement critique pour la croissance économique. Et il y a un point de vue presque tautologique, qui est que la croissance du PIB, c'est la somme de la croissance du PIB par tête et de la croissance de la population. Donc, dans des économies comme les nôtres, où le taux de croissance de la population chute, bien entendu, la croissance du PIB chute. Mais bon, au-delà de cet aspect tautologique, on peut se dire, bon, ce qui nous intéresse finalement, c'est la croissance du PIB par tête. Et là aussi, la démographie a son impact. Elle a son impact par 5 effets principaux dont je vais parler ce soir. D'abord, il y a un effet qui est un effet de composition de la force de travail que je vais essayer de quantifier aujourd'hui. Il y a un effet sur l'innovation. Ensuite, des effets d'équilibre sur la fiscalité via le budget. Donc, c'est là que les retraites... Je ne vais pas parler directement des retraites, sauf indirectement par cet effet-là. Un effet d'équilibre sur les taux d'intérêt et d'autres effets potentiellement supplémentaires d'équilibre, comme des effets sur les markups, sur l'automatisation, etc. Et donc, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, on a un point d'inflexion de la démographie en France. Et une question à poser, c'est est-ce que la France saura prendre le tournant de cette inflexion ? D'accord, donc pour commencer, je veux juste montrer la croissance du PIB en France depuis 1978. Donc vous voyez cet effet mécanique dont je parlais, qui est que le PIB s'est accru d'environ 80 points de log, donc presque 80%. Depuis 1978, il y a 60 points de croissance du PIB par habitant et 20 points de la croissance de la population. D'accord ?
Donc c'est le sens où c'est mécanique. Évidemment, si la population avait cru à un taux plus faible, on aurait eu une croissance du PIB plus faible. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que si on décompose ça par décade, on voit qu'il y a eu un peu 4 phases, et à chaque fois la croissance du PIB chute, d'accord. Donc on est passé de 2-3% de croissance par an dans les années 80 à 1 aujourd'hui. Mais cette décomposition, elle se fait différemment quand on regarde PIB par habitant versus population. Puisque dans une première période, on avait une croissance du PIB par habitant très élevée et aussi une population très dynamique. Et puis le PIB par habitant a commencé à chuter. Et vous voyez, en 2000, il a chuté très fortement, mais il y a eu du dynamisme démographique dans cette année, enfin dans cette décade. Et donc du coup, la population a maintenu un peu le niveau de PIB. Puis aujourd'hui, on se retrouve avec un PIB par habitant qui croît très faiblement et aussi la démographie qui croît peu. D'accord ? Mais ce 0,37, il est trompeur, parce qu'en fait, si on regarde les projections de l'ONU sur la population totale, on voit qu'on est à ce point d'inflexion dont je parlais. Donc vous voyez, 2025, c'est à peu près le pic de ce graphe ici. Donc si on regarde le scénario médian des Nations Unies, en fait, la population stagne à partir de maintenant. Mais ce scénario médian, il repose sur des hypothèses très optimistes sur la fertilité. D'accord ? Donc je vous montre le taux global de fertilité ici. Vous voyez, dans les années 2000, il y a eu un certain dynamisme qui a aidé la fertilité, qui a aidé la croissance de la population. Notez que le taux global de fertilité est plus faible que le taux de remplacement de la population. Hein. Donc la raison pour laquelle la population s'accroît en France, c'est d'abord l'allongement de l'espérance de vie et ensuite l'immigration. D'accord ? Mais on est en dessous du taux de remplacement. Et l'ONU, la façon dont ils font leurs projections, en fait, ils prennent le taux aujourd'hui et ils disent que ça va être le même pour toujours. Mais on voit bien que la fertilité chute, elle chute dans tous les pays. Donc c'est probable qu'on est plutôt dans un scénario de type le scénario de fertilité basse, où j'ai mis un scénario médian qui est entre les deux. D'accord ? Et dans ces scénarios, la population commence à chuter, comme vous le voyez, assez fortement à partir de la fin de cette décennie. D'accord ? Donc on n'a plus de croissance de la population. On va avoir une croissance négative de la population. Bon, alors après, on peut se dire, bon, c'est pas grave, parce que ça va faire chuter la croissance du PIB, mais ce qui nous intéresse, c'est la croissance du PIB par tête. Et c'est là qu'il faut regarder, au-delà de ces détails du taux de croissance totale de la population, il faut regarder d'autres facteurs de démographie, donc le vieillissement intervient. Donc là, ce que je regarde, c'est la structure par âge de la population, d'accord ? Donc quelle est la fraction de la population à un instant donné qui a un certain âge. Donc si on regarde en 78, qui est le début de mon graphe, on voit cette structure complètement déformée par âge de la population, où les baby boomers sont prêts à entrer dans la force de travail. D'accord ? Donc il y a eu une natalité très forte après la guerre, et donc en 78, ces générations s'apprêtent à entrer dans la force de travail. Donc ça va être un effet très positif sur la croissance du PIB par habitant. D'accord ? Et puis ensuite la population s'aplatit. Donc vous voyez 2024 aujourd'hui. Puis si on regarde en 2075 la structure par âge plausible de la population à ce moment-là, on voit qu'on aura juste un excès de personnes qui seront de l'ordre de 80 ans. D'accord ? Et donc qui seront très probablement hors de la force de travail. D'accord ? Donc ça va nous donner un effet de dividende, ce qu'on appelle d'abord dividende démographique, ce qu'on appelle Bloom-Koenig appelle le dividende démographique. On va avoir des gens qui rentrent dans la force de travail. Puis maintenant, on est passé de l'autre côté. C'est un effet qui va faire chuter le PIB par habitant, et je vais quantifier comment. D'accord ? Donc je vais utiliser un peu des équations là, pour essayer de qualifier tous ces effets. D'accord ? Donc on va avoir... je parle de la théorie néoclassique de la production, donc qui est la théorie classique en économie. On parle d'une fonction de production qui combine du capital et du travail. Ici, pour faire simple, on va faire Cobb-Douglas. Puis on peut réécrire ça comme le taux de capital sur PIB à une certaine puissance multiplié par la force efficace de travail. Et puis la demande de capital, selon la théorie néoclassique, relie les paramètres classiques, les markups, le taux d'intérêt, le taux de taxation et le taux d'intensité capitalistique à la demande de capital sur PIB. Donc si on met tout ça ensemble, on obtient cette équation qui nous explique comment le niveau du PIB est déterminé à un instant donné à partir de la force de travail efficace, le progrès technique qui augmente ici le travail, c'est A, et puis tous ces paramètres qui affectent le niveau, comme le taux de taxe du capital, le niveau des taux d'intérêt, les markups, etc. D'accord ? Donc ça, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'ensuite on peut réfléchir à comment est-ce que la structure par âge de la population entre dans ce calcul. Donc on va décomposer la force de travail efficace, qui est le L dont je parlais, en force de travail efficace par âge. D'accord ? Donc c'est le E ici. Donc on regarde pour chaque âge, le nombre de personnes par âge, c'est NJT. La E, c'est le nombre d'unités efficaces de travail par âge.
Et puis ensuite, on peut dire, on peut prendre la fraction de la population, qui est le pi là, NJ sur N, et on peut faire sortir le terme grand N, ce qui est le nombre total de personnes, pour regarder le PIB par tête. D'accord ? Donc le PIB par habitant, Y sur N, il peut se réécrire comme ces termes ici. Donc vous voyez un terme qui est un terme d'incitation, en fait un terme d'intensité capitalistique. Ensuite, on a le taux de croissance de la productivité effective par tête. Et puis on a ce terme supplémentaire qui est le terme de composition, qui va nous dire comment est composée la force de travail. Est-ce qu'on a des gens qui sont plus ou moins productifs dans l'économie ? D'accord ? Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est en gros les effets de la démographie sur la croissance du PIB par tête, dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est pas l'effet mécanique, c'est l'effet indirect. Donc il y a cet effet de composition de la force de travail. Il y a un effet de croissance endogène qui est le taux de croissance A, le taux de croissance d'augmentation du travail. C'est quelque chose qui vient de l'activité innovatrice, etc., et qui va être probablement lié à la démographie. D'accord ? Il y a des modèles de croissance endogène qui nous permettent de réfléchir à ça. Puis ensuite, il y a tous ces effets indirects sur le niveau. D'accord ? Dans la mesure où, par exemple, on augmente la fiscalité, ça va décourager l'activité économique, ça va faire chuter le niveau. Dans la mesure où les taux d'intérêt augmentent, ça fait pareil, décourage l'accumulation de capital, fait chuter le niveau. Si les markups augmentent, ça fait chuter le niveau. Si l'intensité capitalistique augmente, ça fait augmenter le niveau. D'accord ? Donc on a tous ces effets qui sont potentiellement, c'est des effets, donc c'est pour ça que je parlais d'effets d'équilibre, c'est potentiellement des effets d'équilibre de la démographie. D'accord ? Donc je vais parler de chacun de ces termes et je vais commencer par l'effet de la composition parce que c'est celui qui est le plus facilement quantifiable et je pourrais mettre des chiffres dessus. D'accord ? Donc on sait calculer cet effet. D'accord ? Donc selon la théorie néoclassique, le salaire brut par âge va être proportionnel à votre productivité. D'accord ? Et on va faire l'hypothèse supplémentaire que cette productivité ne varie pas au cours du temps. Donc la productivité relative par âge ne varie pas au cours du temps. C'est une hypothèse forte, mais qui nous permet de quantifier. D'accord ? C'est une méthode simple de projection qui va nous donner un calcul de type shift share, où on peut juste regarder comment évolue la structure par âge de la population en utilisant juste les données de salaire dans une cross-section. D'accord ? Évidemment, ça ne prend pas en compte la possibilité que la productivité des plus âgés s'améliore avec le temps. Donc ça, c'est une façon de dire ça va être un upper bound sur cet effet. On peut espérer que si on fait, par exemple, on augmente le taux de participation des seniors, ça va mitiger l'effet dont je parle. D'accord ? Donc le calcul, en fait, c'est le calcul que je vous montrais tout à l'heure. C'est la population à une année donnée. On regarde les revenus du travail dans cette année. Donc là, j'ai pris les comptes distribués de l'INSEE. On va regarder les revenus du travail par personne. Et puis ensuite, on dit, supposons que ces revenus de travail par personne restent constants et on change juste la structure par âge de la population, ça va nous donner un nouveau chiffre qui va être de combien va être réduite l'activité économique du fait de cet effet de composition. D'accord ? Et ce calcul est correct selon la théorie néoclassique. Voilà, donc voilà l'effet que ça nous donne. Donc ça, c'est en point de log. Donc si vous regardez, c'est l'effet en niveau. D'accord ? Donc c'est un effet de niveau bien sûr, hein, mais c'est un effet de niveau qui s'étale dans le temps, donc ça va jouer sur la croissance beaucoup. Donc là vous pouvez regarder en 75, c'était le plus bas de cet effet, et ensuite ça a vraiment très fortement fait augmenter, c'est l'arrivée de tous les baby boomers qui a fait augmenter le niveau du PIB par tête, du PIB par habitant. Donc c'est un effet d'environ 0,36 points par an. Donc quand je vous montrais tout à l'heure, le PIB par habitant a beaucoup cru. En fait, on peut dire une partie de ça, c'était juste ce dividende démographique, ou l'entrée des baby boomers dans la force de travail, qui ensuite ont été de plus en plus productifs et ont vraiment augmenté l'activité économique. Bon, maintenant, ces gens-là sont retraités. Donc on voit depuis les années 2000, ça commence à chuter, d'accord, et ça fait chuter d'environ 0,16 points de PIB par an depuis 2005. D'accord, donc ça peut expliquer pourquoi on a moins de croissance du PIB par an depuis ce moment-là. Et c'est un effet qui devrait d'abord se stabiliser un peu et puis ensuite continuer à accélérer. D'accord, bien sûr, parce qu'on aura de plus en plus de vieux qui ne contribueront pas à la force de travail et du coup, ça va faire chuter l'activité économique par ce biais. D'accord, donc ça, c'est l'effet de composition. Après, il y a d'autres effets. Alors ça, c'est des effets qui sont plus difficilement quantifiables, mais on peut quand même parler de la direction. D'accord, donc par exemple, dans les modèles de croissance endogène, quand on a moins de croissance de la population, on a moins de taux d'augmentation de la productivité par des effets d'innovation. D'accord ? On a juste moins d'inventeurs, etc. Donc moins de gens qui vont innover, ça va nous faire chuter la croissance par ce biais. Chad Jones, mon collègue à Stanford, a un papier dans les IR qui s'appelle The End of Economic Growth, qui est très très pessimiste sur cet effet. À partir du moment où on va arriver dans un monde où le nombre de personnes stagne, voire chute, il pense que ça va arriver, on va arriver à une situation où la croissance n'augmentera plus. D'accord. Par ailleurs, il y a les dépenses de retraite et de santé, donc je ne vais pas en parler beaucoup. On peut utiliser la même méthodologie pour réfléchir à l'effet sur les dépenses de retraite et ensuite l'effet induit que ça doit avoir sur les taxes. D'accord. Donc ici, ça fait augmenter les taux de taxes. Et bien entendu, quand les taxes augmentent, le PIB chute.
Dans la théorie néoclassique, c'est juste les taxes sur le capital, mais ici j'ai une force de travail qui est exogène. Si en plus de ça on met une réponse du travail à la taxation sur le travail va augmenter aussi, d'accord ? Donc évidemment il faut financer ces retraites. Si on finance les retraites en augmentant les taxes, ça va faire chuter l'activité économique, donc voilà un effet supplémentaire de chute de l'activité. Quelque chose qui mitige un petit peu, c'est le fait qu'il y a de plus en plus d'épargne, d'accord ? Donc les vieux épargnent, on épargne pour sa retraite. Quand dans une population vieillissante, il y a plus d'épargne totale, et du coup ça fait chuter les taux d'intérêt. Et une chute des taux d'intérêt, c'est bénéfique pour l'activité économique, puisque ça encourage l'augmentation du capital. Si on veut réfléchir aux markups, vous vous rappelez de tous ces effets dans la formule. Donc les markups, on peut penser qu'il y aura plus d'inertie des consommateurs, c'est quelque chose qui a été documenté. Donc dans une population plus vieillissante, il y a moins de réponses, l'élasticité de la demande est plus faible. Les entreprises donc, peuvent charger des prix plus élevés, et ça fait chuter le niveau de PIB par tête. Un papier très intéressant de Gideon Bornstein là-dessus. Et puis enfin, il y a peut-être potentiellement plus d'incitation à automatiser, puisque la force du travail devient rare. Et du coup, les entreprises peuvent décider d'automatiser une partie de la production. Et si c'est le cas, ça va mitiger les effets dont je parle. D'accord ? Il y a un papier d'Acemoglu et Restrepo là-dessus. On peut essayer de quantifier cet effet-là aussi, mais c'est des effets donc, qui mitigent. Donc si vous voyez, en fait, tous ces effets sont des effets négatifs de la démographie sur la croissance, du vieillissement sur la croissance, sauf ces deux effets, de la baisse des taux d'intérêt à travers plus d'épargne, et de l'augmentation de l'intensité capitalistique. Donc c'est des effets positifs sur le PIB, mais bien sûr là je parle que de l'effet agrégé. Hein. Donc il y a des effets redistributifs très forts quand les taux chutent ou quand l'intensité capitalistique augmente, l'automation. Ok, donc pour terminer, là je vous ai mis le tableau jusqu'à présent, et on peut commencer à quantifier quels vont être les effets sur la population. Donc on va avoir une chute du taux de croissance de la population. L'effet de composition va probablement être négatif, d'accord ? Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer sur le PIB par tête ? Bon, il y a quand même pas mal de raisons d'être assez pessimiste là-dessus. De nombreux vents contraires, donc il y a un rôle vraiment très accru, évidemment, pour les politiques publiques, pour essayer de soutenir la croissance du PIB dans ce monde vieillissant. D'accord ? Donc pour conclure, on a un point d'inflexion démographique, chute probable de la population d'ici quelques années, plus un vieillissement de la population. Donc en plus de la chute de la population, il y a une chute du PIB par habitant du fait de cet effet de composition dont j'ai parlé. Il y a aussi un risque du chute de l'activité d'innovation, donc ça va faire chuter le PIB par ce biais-là aussi. D'accord, la démographie, elle est assez inéluctable. On peut essayer de faire des politiques de fertilité, ça ne marche pas très bien. Mais par contre, pas les conséquences nécessairement sur l'activité. Donc, quelques pistes. Voilà, quelques pistes. Investir dans l'éducation, donc pour essayer d'augmenter la productivité à chaque âge, encourager l'innovation, favoriser l'immigration qualifiée, limiter les augmentations de la fiscalité en réponse à la pression sur la retraite, et puis réformer les retraites de façon soutenable. Merci. Bon, merci beaucoup. Donc, comme vous avez pu le voir, la soirée est structurée en deux temps. Donc, on a d'abord un diptyque qui nous permet d'aborder la question du vieillissement sous deux angles très complémentaires qui correspondent aux deux grands axes de pratique de la recherche en économie. Donc, Adrien Auclair, qui vient de s'exprimer, est associate professeur à l'université Stanford en Californie, et notamment, il travaille beaucoup sur les méthodes de résolution de gros modèles macroéconomiques comme ce que vous pouvez voir, parce qu'en fait, numériquement, c'est très compliqué à résoudre, tous les modèles qu'il vient de mentionner. Et désormais, on accueille Mathilde Munoz, qui est assistante prof à l'université de Berkeley, en Californie également, et qui nous fait donc le plaisir de nous discuter son exposé « Fiscalité, mobilité et faisabilité de la redistribution intergénérationnelle ». Merci mille fois pour l'invitation. Adrien a très bien introduit les questions très importantes qui se posent quand on réfléchit au vieillissement démographique du point de vue de la croissance agrégée et essayer de comprendre un peu comment prédire finalement comment les agrégats économiques vont évoluer. Et je pense que de manière générale, le point, c'est que la raison pour laquelle les économistes et les politiques se préoccupent énormément du vieillissement démographique, c'est vraiment parce qu'on s'inquiète de l'équilibre budgétaire à court, moyen et long terme.
Et il me semble que la raison pour laquelle on s'inquiète en général de cet équilibre budgétaire, c'est parce qu'on réfléchit beaucoup aux dépenses. Donc ça, c'était vraiment dans la conclusion d'Adrien. On pense que ce changement démographique massif, il va demander un effort de financement très important, à la fois parce qu'il faut payer les retraites dans des systèmes à la française où les retraites sont financées en partie par la dépense publique, et il va aussi falloir faire un effort de dépenses parce que plus de vieux dans la population, ça veut dire plus de dépenses de santé, financer la dépendance, etc. Moi, dans mon exposé, j'aimerais me concentrer sur un autre aspect qui me semble aussi important quand on réfléchit à l'équilibre budgétaire, qui est celui de la recette fiscale, et essayer de réfléchir notamment à comment le vieillissement démographique peut changer la manière dont l'État peut prélever l'impôt. Pourquoi ? Parce que les retraités, tout simplement, représentent une assiette fiscale qui est très importante et qui croît. Elle croît pas seulement parce que la population des retraités croît, elle croît en fait plus vite que ça parce que les retraités sont en moyenne plus riches et avec des revenus plus importants que les actifs. Ça, c'est vrai notamment en Europe, mais c'est aussi vrai aux États-Unis. Donc, si vous prenez les derniers chiffres aux États-Unis, les retraités sont à peu près 19% de la population américaine et un peu plus de 25% de tous les impôts payés sur le revenu. Donc, il y a vraiment un sujet de qui paye l'impôt. Les retraités payent l'impôt. Et moi, mon point aujourd'hui, ça va être de dire que leur mobilité géographique, elle est aussi en train d'augmenter et elle rend cette assiette fiscale finalement plus mobile. Et le fait que les retraités bougent, ça porte, à mon sens, deux conséquences pour les politiques publiques que j'aimerais discuter aujourd'hui. Un, ça redistribue potentiellement de l'activité économique et le sujet du vieillissement au sein d'un pays, mais ça mène aussi à l'émergence d'une nouvelle forme de concurrence fiscale pour finalement attirer cette base fiscale qui est mobile. Donc, si on regarde par exemple le territoire français, qu'on découpe la France en 3400 cantons et qu'on regarde sur les 60 dernières années, où vont les 25-54 ans, que j'appelle très généreusement les jeunes ici. Ce n'est pas toujours très vrai, on peut discuter de cette définition, mais bon, si on regarde les gens qui sont dans la population active et qui travaillent, et notamment qu'on s'intéresse au flux de migration nette, donc c'est-à-dire qu'on fait la somme de ceux qui entrent et de ceux qui sortent, donc si c'est négatif et qu'on est dans une couleur claire, ça veut dire qu'on perd de la population d'actifs par rapport à sa population cantonale, et si on est une couleur foncée sur la carte, ça veut dire qu'on croît en termes de population grâce au choix de localisation des actifs. Donc si on regarde ce qui se passe sur cette carte, on voit que les actifs en France, sur les 60 dernières années, ont plutôt tendance à se localiser dans les grandes métropoles. Paris est un petit peu finalement un point aberrant ici, principalement parce que les gens partent de Paris quand ils ont des enfants, mais en fait, en termes de région parisienne, on a quand même une localisation nette des actifs à cet endroit-là, et puis on voit que les métropoles comme Toulouse, Bordeaux, Marseille, etc., les métropoles dynamiques attirent bien évidemment les gens qui sont en âge de travailler. Au contraire, les territoires les plus ruraux, qui sont localisés dans le centre de la France, un petit peu au nord-est, mais aussi dans le sud-ouest, eux ont tendance à perdre des jeunes, parce que les jeunes, en fait, ont besoin de bouger pour aller travailler dans des marchés du travail dynamiques. Et ça, c'est une force vraiment très importante qui peut être documentée en France, qui a été documentée dans plein de pays développés, qui, en fait, est vraiment liée au changement de force économique qui, finalement, façonne le monde du travail auquel font face les actifs, c'est-à-dire qu'on a un changement d'activité de l'industrie vers les services, on a un changement de la structure de l'économie, de l'activité économique qui vraiment force à cette concentration dans des pôles très dynamiques. Et donc il y a eu évidemment plein de travaux en économie ou en sociologie qui ont documenté finalement ces disparités spatiales qui augmentent entre, d'une part, les métropoles dynamiques qui attirent les actifs et d'autre part les zones rurales qui perdent des jeunes et qui finalement perdent de la population parce qu'il n'y a plus d'attrait économique pour les jeunes actifs. Si on regarde exactement la même carte, mais pour les gens qui prennent la retraite, ce que je fais ici pour la France, on voit que finalement la cartographie est très différente. On a premièrement beaucoup d'émigration dans les zones denses très productives, notamment la région parisienne. Donc quand les gens prennent leur retraite, grosso modo ce qu'ils font, c'est qu'ils quittent les zones actives, dynamiques, à haut salaire et cher, et qu'ils se dirigent au contraire vers des zones rurales, moins denses et moins dynamiques, qui ne sont pas favorisées finalement par les actifs. Donc il y a vraiment deux cartes de la France et deux types de choix de localisation qui sont faits par deux populations d'âge différents. Et donc, une autre manière de le voir, c'est d'essayer de comprendre finalement
parmi toutes les zones géographiques en France, qui gagne et qui perd en termes de population via la mobilité géographique de retraités. Donc si vous classez tous les cantons français par percentile de densité, donc quand on est à 100, on est très très dense, on est très très productif, et quand on est à 0, on est très peu dense, on est très peu productif, et que vous regardez finalement la part des migrations nettes de retraités dans la population totale dans les 60 dernières années, vous voyez qu'en moyenne, les cantons les plus denses, les endroits les plus denses en France ont perdu en net de la population via la mobilité des retraités, et les effets sont assez importants, de l'ordre de 2 à 3% de la population, quand les zones les plus rurales, elles, augmentent en termes de population via ce vieillissement démographique conduit par la migration. Et donc ça veut dire que c'est très important d'essayer de comprendre quels sont les impacts économiques locaux d'être attractifs pour les retraités quand on est à un endroit peu dense. Et donc là, je vais discuter les résultats d'une étude récente coécrite avec mon collègue Antoine Lévy à Berkeley, où on essaie d'estimer vraiment, avec des données assez précises, à quel point attirer des retraités dans une zone en France qui est en moyenne rurale, à quel point ça change l'économie locale et quelles sont les pertes ou les gains en termes d'emploi, de population, etc. Et donc, ce qu'on trouve dans cette étude, c'est qu'en fait, la migration des retraités a des impacts locaux positifs en relatif, c'est-à-dire qu'une hausse de 1% de la migration nette en moyenne augmente l'emploi de 2,7%, la population de 2,2%, le salaire de 2% et les recettes fiscales en net de 7%. Donc ça, c'est sur 10 ans. Qu'est-ce qui permet intuitivement d'expliquer ces effets ? Quand on est en endroit où les jeunes partent, eh ben, on a besoin en fait d'une revitalisation du tissu économique local via ces migrations de retraités, ce qui permet en fait de faire plus de consommation au niveau local, d'augmenter le secteur notamment des services, puisque les retraités passent moins de temps au travail et plus de temps à consommer. Et en net, on réussit à finalement avoir un effet de stimulus ou de relance locale de l'économie grâce à ces nouvelles arrivées de retraités qui partent des endroits riches pour venir s'installer dans les zones rurales en France. Et donc, j'insiste sur l'interprétation de ces résultats. Donc, ces résultats, ils ne nous disent pas du tout qu'avoir plus de vieux ou de retraités au total en France, ça va augmenter la croissance au total. Ils nous disent juste que conditionnellement au fait d'avoir ces vagues de retraite qui vont arriver dans toutes les manières sur le territoire français, allouer les vieux dans certains endroits mène à des effets relatifs positifs pour les endroits qui ont réussi à attirer cette population de retraités. Et donc, parce que les endroits qui attirent les retraités sont relativement peu denses et peu productifs initialement, ça veut dire que sur les 60 dernières années, si vous regardez les données en France, la migration des retraités a en fait contribué à la réduction des inégalités spatiales en France. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de mobilité géographique des retraités, si les retraités étaient restés à Paris ou dans les métropoles, on aurait eu en fait plus d'inégalités spatiales que ce qu'on a aujourd'hui. Et parce que les impacts économiques locaux des retraités sont positifs via leurs effets de stimulation de la demande, beaucoup de pays ont en fait envie d'essayer d'attirer cette nouvelle population et cette nouvelle base fiscale. Et donc là, ce que je montre sur cette carte, c'est que de plus en plus de pays ont mis en place des politiques spécifiques pour essayer d'attirer les retraités, mais cette fois étrangers. Donc il y a à peu près 70 pays dans le monde qui ont soit un visa spécifique, soit une réduction du taux de taxe, qui visent à essayer d'attirer les retraités étrangers, parce que ces pays sont persuadés que l'arrivée de revenus étrangers via la mobilité des retraités peut en fait être une solution peut-être à la crise budgétaire, parce que ces gens peut-être payent des taxes, consomment localement, etc., etc. Et donc, dans une autre étude, nous essayons de nous intéresser à un cas particulier européen qui est le cas du Portugal. Donc, pour le dire très brièvement, le Portugal a décidé d'exonérer totalement d'impôt sur le revenu l'ensemble des pensions étrangères pour tous les retraités s'installant au Portugal depuis 2013, avec la motivation finalement qu'en suivant la grande récession et la crise de l'euro de 2009, devenir attractive pour les retraités, notamment riches de l'Europe, pouvait être une solution à la crise budgétaire au Portugal. Et donc, quand vous regardez les données, vous voyez que la réforme portugaise a été incroyablement efficace pour attirer les retraités étrangers d'Europe. Donc, on a à peu près une augmentation d'entre 200 et 300% du nombre de retraités étrangers s'installant au Portugal moins de 10 ans après la réforme. Et
si on veut réfléchir aux effets agrégés de cette réforme pour l'équilibre budgétaire portugais, c'est à peu près une augmentation de 1% de la population totale des retraités au Portugal et de 5% de la base fiscale simple des retraités, donc c'est vraiment très très gros. Une autre manière de le voir, c'est que les pensions qui sont exonérées ou qui bénéficient finalement de cette réforme représentent environ 1,3 milliard d'euros, donc 0,6% du PIB, donc c'est important en termes agrégés, mais ça a aussi eu des effets très importants au niveau local. Donc ce qu'on trouve dans notre étude, c'est que ces nouveaux flux de migration des retraités, comme en France, mais aussi au Portugal, mène à une hausse des prix de l'immobilier et une augmentation accrue des services de santé au niveau local. Donc il y a aussi finalement des effets redistributifs entre les riches européens qui vont s'installer au Portugal pour payer moins d'impôts et les locaux portugais qui ont moins accès au système de santé et ne peuvent plus finalement se payer un logement. Et donc je pense que la meilleure manière de réfléchir au succès de la réforme portugaise, c'est de voir que ce régime a finalement été répliqué par beaucoup d'autres pays européens, parmi lesquels Malte, l'Italie et la Grèce. Et donc ça, fondamentalement, je pense que ça souligne un vrai problème de coordination à l'échelle européenne. Pourquoi ? Parce qu'à l'échelle de l'Union européenne, on n'a pas de système fédéral ni pour financer le système de retraite, ni pour financer le système de santé. Donc tout est en fait défini au niveau national. Mais à la fois, les traités européens nous obligent à une portabilité totale des pensions, c'est-à-dire qu'on doit autoriser la mobilité géographique absolue entre un pays ou l'autre de l'Union européenne. Et on doit aussi assurer la portabilité des droits à l'assurance santé, c'est-à-dire que si les retraités français décident de prendre leur retraite française payée par les actifs français et de s'installer au Portugal, la France doit aussi s'assurer que les consommations de soins de ces retraités sont assurées au Portugal. Donc il y a vraiment en fait un problème fondamental de coordination et surtout des incitations très importantes à s'engager sur ce nouveau type de concurrence fiscale, mais je n'aurai peut-être pas ma dernière slide. Ok. Donc, pour résumer ce qui me semble être les deux grandes leçons pour la politique économique de ces résultats que je viens de discuter avec vous, je pense qu'on peut tirer comme leçon d'abord que le vieillissement de la population peut en partie être une opportunité pour les territoires qui sont en retard de développement, qui ont souffert finalement de cette polarisation de l'activité économique et qui n'ont pas bénéficié de l'attrait des jeunes actifs et de cette concentration des services productifs au sein de ces endroits-là. Donc les endroits qui n'ont pas réussi à gagner de la mondialisation, de la concentration des actifs, peuvent potentiellement bénéficier de l'arrivée de nouveaux retraités. Et donc, il y a peut-être un sujet dont les décideurs publics peuvent se saisir, qui est vraiment celui de l'optimisation de l'allocation spatiale des retraités. Ça peut être un gain pour les zones rurales qui sont peu denses et qui peuvent avoir un boom de consommation locale via ces nouvelles migrations. Ça peut aussi être un gain dans les zones les plus productives, comme Paris ou les métropoles, où l'immobilier est extrêmement cher, empêche les actifs de se loger et où les retraités en moyenne occupent des logements grands, parfois trop grands pour la taille de leur foyer. Et donc on pourrait essayer de réfléchir à comment mieux optimiser finalement les choix de localisation dans l'espace. Comment faire ça ? Donc il y a la solution portugaise qui est de donner des réductions d'impôts aux riches retraités. Une autre option, ça peut être d'avoir enfin une taxe foncière qui soit efficace, c'est-à-dire qui soit assise sur la vraie valeur de marché de l'immobilier et qui fasse payer le prix ou le coût d'opportunité d'habiter à Paris versus une zone rurale pour les retraités étant localisés aujourd'hui dans les zones les plus denses de France ou ailleurs dans le monde. Ce vieillissement démographique, conjoint avec cette mobilité croissante des retraités, elle pose aussi des risques parce qu'il y a cette concurrence fiscale accrue, dont je vous ai montré un exemple, mais qui finalement trouve d'autres exemples dans plein d'autres pays, qui peut-être limite la faisabilité de la redistribution intergénérationnelle. Pourquoi ? Parce que quand on essaie de monter les taxes dans un pays, on peut en fait bouger dans un autre pays, y compris en Europe, pour bénéficier d'un régime avantageux et ne pas payer de taxes sur ses retraites. Et donc ça, c'est vraiment, en termes de modèle économique, des incitations unilatérales à exonérer les pensions étrangères de toute taxe. Comment remédier à ça ? On a déjà des exemples en Europe de taxation à la source des retraites. Donc, il est possible, pour les systèmes où les retraites sont financées par le système public, de mettre fin à la concurrence fiscale en taxant ces retraites à la source. Et donc, voilà peut-être deux outils à discuter
lors de la table ronde qui va suivre ma présentation. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme l'a dit Mathilde, on va passer à la discussion de panel. Mais si entre-temps, vous avez des questions pour nos deux intervenants, c'est des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. Voilà. Sinon, on passe au panel. Il faut que tu te déplaces en micro. Il faut que tu te déplaces avec un micro. Oui. Alors, est-ce que... Oui, c'est bon, ça fonctionne. Eh bien, s'il y a une question. Bonjour, désolé, c'est juste pour un petit point sur votre présentation, la dernière présentation. Vous évoquez la possibilité de mettre en place une taxe foncière pour faire payer le vrai prix. Du coup, à court terme, ça marcherait entre guillemets pour faire déplacer les retraités ailleurs, mais du coup, à moyen, long terme, ça aurait un effet sur les actifs jeunes qui prendraient leur place, non ? Je pense que l'idée en théorie, l'idée d'une taxe foncière, elle n'a pas forcément à dessein de traiter de manière différentielle les jeunes ou les vieux. L'idée, c'est que on décide de se localiser dans un endroit, finalement, si on a un gain net, c'est-à-dire si notre salaire qui reflète partiellement, comme l'a dit Adrien, notre productivité sur le marché du travail parisien ou marseillais, est suffisante pour nous, net du coût de l'immobilier dans ces villes. Donc en théorie, si les actifs sont assez productifs et peuvent gagner des salaires assez élevés pour se localiser dans ces endroits-là, en fait, en termes de politique de taxation optimale, on n'a pas envie de créer de distorsion en ayant des taux de taxes différenciés pour les vieux ou pour les jeunes. Par exemple, en Californie, c'est l'inverse. Les jeunes payent le vrai taux et les vieux payent un taux réduit parce qu'ils ont acheté leur maison il y a longtemps. Ce que nous dit la théorie économique, c'est qu'en principe, le taux devrait être le même pour tout le monde, ce qui pousserait les gens les plus productifs ou avec les salaires les plus élevés à se localiser dans les endroits où le coût de l'immobilier est le plus élevé. Merci à toi. Super, on passe à la discussion. Alors on va pouvoir de fait passer à la discussion de panel. Donc on tenait à remercier Simon Bunel qui va la modérer, qui modérait déjà notre conférence l'année dernière. Donc Simon est enseignant au département d'économie de l'ENS, il a repris le cours de croissance. Une tâche pas simple mais qu'il assure avec succès auprès des élèves. Il est également directeur de collection aux presses universitaires françaises et il a coécrit l'ouvrage Le pouvoir de la destruction créatrice avec Philippe Aguillon. Donc on le prie de prendre place sur scène ainsi que nos intervenants de la discussion de panel. Alors bonsoir à toutes et à tous, allez-y, je vous convie Antoine. Allez-y, allez-y. Ne vous sentez pas contraint par l'espace, on va y arriver. Non, non. Sur le côté ? Alors, donc, juste je vais vous présenter rapidement, successivement. Donc, Louis Chauvel, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Luxembourg. Vous dirigez l'Institut de recherche sur les inégalités socio-économiques. Vous êtes entre autres spécialiste des inégalités sociales entre générations. Vous êtes auteur de l'ouvrage Le destin des générations, structures sociales et cohortes en France au XXe siècle, paru en 1998. Et plus récemment, de la spirale du déclassement, essai sur la société des illusions, paru en 2016. Monsieur Moscovici, vous êtes le premier président de la Cour des comptes. Vous étiez ministre chargé des Affaires européennes entre 1997 et 2002 dans le gouvernement de Lionel Jospin. Vous avez été ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur entre 2012 et 2014 dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Puis commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière de 2014 à 2019 dans le cadre de la présidence Juncker. Antoine Lévy, tu es professeur d'économie à l'université de Berkeley, spécialiste entre autres des questions de logement, d'immobilier et de patrimoine, et des politiques publiques qui en sont subséquentes, et tu es par ailleurs alumni du département d'économie de l'ENS. Pauline Rossi, tu es professeur d'économie à l'école polytechnique et au CREST, spécialiste de l'économie du développement et de l'économie de la famille, et tu t'intéresses particulièrement aux dynamiques de fécondité, aux choix familiaux, aux interactions sociales et à la santé dans les pays en développement. Mais plus récemment, tu as également étendu cette expertise au cas des pays développés et de la France, et en ce sens, tu as été nommé au prix de la meilleure jeune économiste de France en 2023, et tu sors dans quelques jours un livre aux presses universitaires de France qui s'appellera Le déclin démographique, une urgence économique.
Donc, pour construire un peu sur ce qui a été dit par Adrien et Mathilde, on a beaucoup parlé avec eux des défis du vieillissement, notamment avec Adrien, et des opportunités un peu avec Mathilde, on va y revenir. Je voudrais d'abord construire cette question des opportunités, et donc un peu prendre le contre-pied de ce dont on considère, notamment sur la question des retraites, sur laquelle on reviendra plus tard. Louis Chauvel, en parallèle des questions d'inégalité dont vous parlez, vous soulignez combien le vieillissement s'est accompagné d'une amélioration des conditions de vie des seniors. Et en ce sens, pourquoi finalement les seniors sont aujourd'hui dans de meilleures conditions de vie que ce qu'ils ont connu dans le passé, en un mot? Merci beaucoup pour votre question et aussi pour votre invitation. Je précise, je suis bien vacciné de différentes choses, donc voilà, le risque est réduit pour mes voisins, même si ma voix est un peu chevrotante. En fait, sur cette question, ce qui est intéressant dans le cadre de la conférence sur Daniel Cohen, c'est que nous sommes à 30 ans moins un jour de la fin du mouvement de décembre 1995, qui a été un grand moment de transformation, ou de manque de transformation d'ailleurs, de la question des retraites. J'imagine que 80% de la population dans la salle n'était qu'à peine née en 1995. C'était une période où la totalité du pays a été bloquée intégralement. En tout cas à Paris, les gens abandonnaient leur voiture au milieu de la route, notamment pour la défense des retraites. À cette époque-là, je travaillais à l'OFCE avec Jean-Paul Fitoussi et avec Pierre Rosanvallon. Jean-Paul Fitoussi et Daniel Cohen ont organisé un grand groupe, un petit peu une espèce de cercle de Bloomsbury, qui s'était à l'époque intéressé à l'ensemble des difficultés connues par la société française, notamment la question des générations et des retraites, parce que c'était d'actualité. Et bien évidemment, les personnes qui ont suivi à l'époque la chose ont vu qu'effectivement, il existait des tensions très fortes entre, on va dire, les collègues plus bourdieusiens, pour qui la défense des régimes spéciaux était une forme de mouvement par procuration pour défendre la totalité du salariat français dans son intégralité. Et c'est vrai que par rapport à cette question-là, Pierre Rosanvallon et l'ensemble des collègues, je précise qu'à l'époque j'étais le petit jeune, même si aujourd'hui je n'ai pas l'impression d'être le petit jeune dans cette assemblée. Ça se passait il y a 30 ans. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'en 30 ans, il y a eu des avancées dans le débat français, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'à la suite du mouvement de 95, les débats que nous avions eus avec le groupe de la Fondation Saint-Simon autour de Pierre Rosanvallon, après ces débats, Jean-Paul Fitoussi et Pierre Rosanvallon ont écrit Le Nouvel Âge des inégalités. Chacun est revenu en quelque sorte à la maison avec différents ouvrages. Moi-même, c'était Le Destin des générations, sur la fracture générationnelle telle qu'on pouvait la concevoir à la fin des années 1990. Et donc, comme je le dis, c'est stupéfiant. Mais en une trentaine d'années, et on le voit très bien au moment concernant le débat sur les retraites actuellement, les avancées sont quand même très modérées. En une génération familiale, j'ai à peu près l'âge de mon père à ce moment-là, et mes enfants ont à peu près l'âge que j'avais à l'époque. On voit que malgré tout, on a mis du temps à comprendre les transformations ou les déséquilibres intergénérationnels en France dans leur brutalité extrême. En fait, merci beaucoup pour votre question sur quel est le diagnostic. C'était typiquement le genre de question qu'aimait Daniel Cohen. C'est-à-dire que d'un côté, on peut s'intéresser aux questions idéologiques, aux rapports de force politiques et à tout un ensemble de choses, mais avant tout, la question honnête, c'est de se poser la question du diagnostic de cette dynamique, pourquoi, comment. Et donc, pour simplement marquer la situation d'aujourd'hui, et là encore, il faudrait réfléchir avec la pensée de Daniel Cohen aux 30 prochaines années sur vers où nous amènent les déséquilibres qu'on observe. Bon, ces déséquilibres sont vertueux d'une certaine façon. Aujourd'hui, les retraités sont, nous le savons tous, il suffit de lire Daniel et bien d'autres encore, en bien meilleure santé économique, sociale, démographique, en termes de mortalité, ainsi de suite, que les prédécesseurs. Donc, votre question, c'est qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle quelque chose qu'on peut appeler un type de tempête parfaite,
C'est-à-dire qu'il y a une convergence de différentes tendances, plus que 3, peut-être 10, qui font qu'aujourd'hui, les personnes de 80 ans sont mieux portantes qu'elles ne l'ont jamais été de toute l'histoire de l'humanité en France, et peut-être qu'à l'avenir, ça va s'inverser, au moins temporairement. C'est-à-dire que la croissance et la société salariale telle qu'on l'a connue a créé une société d'abondance qui a été favorable à l'entretien de la santé et de la dynamique économique et du bien-être culturel et psychologique de la population en question. Cette dynamique a été une dynamique de très longue durée et elle a à l'évidence culminé pour les générations qui avaient une vingtaine d'années autour de 1968. C'est un mystère qu'on explique assez facilement, qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes octogénaires, ceux qui survivent, sont en général dans un état de santé économique assez considérable par rapport à tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. L'inflation et les investissements dont ont bénéficié les jeunes lorsqu'ils étaient jeunes leur a permis d'accéder relativement tôt au logement, au logement, au prix des logements de l'époque. J'habite au Luxembourg. Au Luxembourg, le prix net d'un mètre carré a été multiplié par environ 4 sur une trentaine d'années, depuis les années 90. C'est-à-dire qu'un investissement au Luxembourg ou un investissement dans le 7e arrondissement de Paris, enfin, il y en a d'autres bien évidemment, ont permis à leurs heureux propriétaires de faire payer une partie de leur acquisition par l'inflation et aussi par une forme de monnaie de singe ultérieure. La maîtrise ultérieure de l'inflation était une certaine forme d'aubaine à différents points de vue. Au bout du compte, Daniel Cohen avait un petit peu raison par rapport à Jean-Paul Fitoussi. Jean-Paul Fitoussi, pour lui, Satan, c'était les taux d'intérêt réels, mais les taux d'intérêt bas présentent aussi un intérêt, si j'ose dire, pour les gens qui ont déjà acquis leur logement et qui peuvent éventuellement en voir la valeur. Voilà, c'est Piketty, c'est Zuckman, c'est Falk, l'explosion des prix du mètre carré. La standardisation du salariat était quelque chose d'extrêmement important pour la génération qui est née aux alentours de la fin des années 1940, notamment parce que ça a permis d'identifier des intérêts collectifs d'une classe moyenne centrale au sein de cette population et de parvenir ainsi à défendre extrêmement efficacement tout un ensemble de droits salariaux tout à fait favorables, tout à fait favorables à condition qu'ils soient transmis générationnellement aux générations qui venaient ensuite. Au bout du compte, cette forme de standardisation, vous connaissez tous les écrits de Daniel Cohen, c'est clair que cette standardisation qui a culminé dans les années 80 a connu un immense retour, un immense backlash à partir des années 90, la déstandardisation, c'est-à-dire le fait que du point de vue de l'État-providence, de la propriété et de tout un ensemble d'autres aspects de la vie individuelle, la variance intraclasse, si vous voulez, s'accroît considérablement. Deux individus dont les historiques d'acquisition du logement, d'héritage, de situations matrimoniales diverses, nous sommes maintenant dans un jardin au sentier qui bifurque du point de vue de la vie des individus. Nous observons une déstandardisation du cycle de vie et un accroissement considérable des chances de vie des uns et des autres. Je passe la question du support politique, parce qu'effectivement, on pourrait en parler considérablement. On va en parler. Et voilà, c'est quelque chose... Voilà. Tous les amateurs de Karl Mannheim verront assez bien ce dont il s'agit lorsqu'une conscience sociale et générationnelle apparaît. Et ça a été très favorable à la génération qui aujourd'hui a une petite 80aine d'années. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons le backlash. Et en fait, pour cette conférence, j'ai ressorti tout mon appareillage statistique, les enquêtes SILC européennes, en fait, qui ont... Voilà, on voit une perte de 10% des revenus relatifs, en termes réels,
des plus de 60 ans, mais en fait c'est un artefact de l'enquête Silk qui surestime très considérablement la chose sur les données françaises. Quand on s'intéresse aux microdonnées du Luxembourg Income Study, pour la France, il s'agit des enquêtes ERFS, c'est-à-dire revenus fiscaux et sociaux. Voilà. On constate que la grande chance des générations qui sont nées aux alentours de 1948 et qui ont eu 20 ans en 1968, donc cette génération qui a eu 20 ans en 1968, c'est une chance qui se retourne pour les successeurs. Les jeunes retraités d'une soixantaine d'années ont vu fléchir leur tendance séculaire à la croissance économique. Nous sommes déjà dans le monde d'après du point de vue des jeunes retraités, ce qui signifie que des réformes qui s'intéressent avant tout au flux de jeunes retraités, plutôt qu'à la question du stock de l'ensemble des retraités dans leur ensemble, c'est certainement là une politique néfaste qui punirait doublement les nouveaux entrants dans la retraite et qui ferait fi d'autres aspects. Donc je ne veux pas anticiper. Je me permets de vous couper parce que exactement, on va parler de la génération dorée des années 40 tout à l'heure. Sur le fond, la croissance de la longévité, on ne peut tous que s'en réjouir, à condition que ça dure très longtemps. Le problème, c'est qu'on connaît un grand nombre de pays, notamment les États-Unis, où la longévité fléchit, où les jeunes retraités doivent retourner au travail pour gagner un petit peu leur vie. Non, mais juste, on est sur le positif, juste pour la première question, donc là on en parle de ça tout à l'heure. On peut voir que du positif. Le seul souci, c'est que ce positif s'arrête. Et l'introduction tout à l'heure s'intéressait à la question de la violence. On sent une certaine violence venir. C'est pas très positif, voilà. Donc on le garde pour tout à l'heure. Du coup, pour rebondir sur le constat que vous faisiez sur cette amélioration, notamment de la santé économique des retraités, on a vu les effets demande avec le papier que citait Mathilde, que Antoine tu as coécrit. Donc sur le fait que effectivement, les personnes âgées qui sont consommatrices de services, quand elles migrent, elles peuvent pousser le développement économique. À l'inverse, on peut avoir des effets offres avec des innovations qui peuvent être ciblées sur ces générations, ce qu'on appelle la silver economy. Comment, toi Antoine, tu vois ce type d'effet, la domination entre ces deux effets, comment tu les vois s'articuler ? Oui, merci pour cette question et pour votre invitation. Je pense effectivement que Adrien et Mathilde ont mis en avant deux effets possibles du vieillissement sur la croissance économique. D'une part, il y a une demande des retraités qui est financée, il ne faut jamais l'oublier, par, en particulier en France, une fiscalité sur les actifs. Donc c'est une demande qui est prélevée sur les actifs pour être transférée aux retraités. Et c'est pour ça que les effets locaux que l'on peut mesurer de la migration des retraités sont très intéressants parce qu'ils estiment un effet net. Ils estiment l'effet net de transférer de la demande, en quelque sorte, ou du pouvoir d'achat, des actifs vers les retraités. Et quand on regarde des retraités qui migrent, on peut isoler l'effet demande de la fiscalité nécessaire pour financer ces revenus, qui elle-même a des effets néfastes du côté des actifs. Donc en isolant ces effets demande, on trouve effectivement une réduction relative des inégalités géographiques parce que la mobilité des retraités est dirigée de manière inverse à celle des actifs vers des zones peu denses, des zones en déshérence démographique et économique, et donc qu'en moyenne, cette arrivée de retraités, je ne dirais pas nantis, mais plus aisés, accroît le pouvoir d'achat local, accroît la demande de services non échangeables, et donc accroît de manière induite l'emploi de certains actifs, en particulier dans les services, en particulier de l'emploi féminin. Mais il ne faut jamais oublier que mesurer cet effet net, c'est couper en quelque sorte l'image en deux et regarder que le négatif. Je pense que ce transfert peut être efficace pour redistribuer du pouvoir d'achat géographiquement entre régions, mais il est toujours la contrepartie d'une redistribution et d'un prélèvement. Sur l'aspect croissance endogène et automatisation, je pense qu'effectivement, on sait que l'innovation se dirige vers les marchés les plus larges, et quand le marché des seniors devient un marché plus lucratif, un marché dont la taille s'étend à la fois par l'évolution démographique et par le pouvoir d'achat supplémentaire des retraités, quand ce marché s'étend, quand la demande des retraités devient un facteur plus important dans les prévisions des entreprises, des innovateurs, alors on va rediriger
les choix d'innovation vers des produits particulièrement demandés. Donc on sait, par exemple en termes d'innovation médicale, que l'innovation médicale se dirige vers des maladies qui touchent de plus en plus les retraités, parce que c'est là qu'est la demande et c'est là qu'est le pouvoir d'achat. On peut aussi voir ça sur un certain nombre d'autres produits et d'autres innovations. Je pense que, je ne veux pas être négatif dans la partie théoriquement positive de la discussion, mais il faut jamais confondre les effets causaux qu'on peut estimer de manière la plus précise possible. Dans cet article avec Mathilde, on utilise une stratégie pour estimer ce qu'on pense être l'effet direct causal des arrivées de retraités, en utilisant les migrations historiques et les arrivées démographiques de nouvelles vagues de retraités à l'âge de la retraite dans les régions d'origine. Donc on peut identifier un effet causal des mouvements de retraités. En revanche, en faisant ça, on n'a pas complété la boucle du bouclage macroéconomique, d'où viennent les revenus de ces retraités. Et donc, toute innovation locale de demande des retraités, c'est un départ ailleurs. Peut-être que c'est bien qu'ils partent des zones denses. Comme Mathilde l'a évoqué, ça permet de libérer du foncier, libérer du logement dans des zones denses. De la même manière, tout recentrage des efforts d'innovation vers les biens demandés par les retraités, c'est moins d'innovation, à effort collectif d'innovation donnée, c'est moins d'innovation vers les produits demandés par les actifs, et donc c'est des gains potentiels de pouvoir d'achat pour les retraités, qui voient des innovations technologiques leur bénéficier, et des pertes potentielles de pouvoir d'achat pour les actifs. Donc il y a malheureusement un aspect un petit peu à somme nulle de ces deux forces, que ce soit la force de réallocation géographique de la demande ou la force d'innovation endogène, qui va nous amener assez vite à la partie plus négative de la conversation. Tout à fait. On finit avec Finissons avec le positif sur un dernier enjeu qui est celui de l'environnement. Donc Pauline, effectivement, dans ton essai, tu évoques la question du vieillissement de la population. On l'a vu notamment avec la courbe présentée par Adrien, c'est ce déclin qu'on voit en France, qu'on voit dans l'ensemble des pays développés, qu'on voit aussi en Chine avec la politique, les conséquences de la politique de l'enfant unique. Finalement, est-ce que le vieillissement de la population, c'est ce qui va nous permettre de sauver la planète environnementalement parlant ? En tout cas, ça peut nous aider. Moi, c'est sûr que j'ai commencé à travailler sur des questions de population dans le contexte africain. Et dans ce cadre-là, le débat, c'était vraiment plutôt le débat sur l'explosion démographique, de dire si la population du continent africain est multipliée par 3 ou 4 d'ici la fin du siècle, comment on va nourrir tous ces gens. Ça va forcément créer des tensions sur l'accès à la terre, l'accès à l'eau, l'accès aux ressources. Et donc, c'est vrai que quand la question du déclin démographique est arrivée dans le débat dans les pays riches, j'étais assez étonnée qu'on parle aussi peu d'environnement, parce que le lien entre population et environnement, c'est vraiment le lien qui est au cœur du débat sur la démographie des pays en développement. Donc ce lien-là, il est formalisé par une équation très simple, beaucoup plus simple que les équations qu'Adrien a montrées tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de slides pour les montrer. C'est I égale PAT. I, c'est l'impact des ressources, des activités humaines sur l'environnement. Et c'est une fonction de P, la population, le nombre d'habitants, le nombre d'êtres humains sur la planète. A, l'affluence, qui est la quantité de ressources consommées par chaque être humain. Et T, la technologie qui permet de transformer des ressources en unités de consommation. Et donc on voit bien que dans ce cadre-là, il y a un débat sur la contribution relative de chacun des trois facteurs. Est-ce que l'augmentation de l'impact de l'activité humaine, c'est surtout parce que la population humaine a beaucoup augmenté, ou est-ce que c'est parce que la consommation par tête a beaucoup augmenté ? Dans quelle mesure la technologie peut soit aider à atténuer les effets ou au contraire les amplifier. Donc c'est un peu ça le débat dans la littérature, mais il y a forcément un effet de premier ordre sur le fait que si la population décline, surtout dans les pays riches où les gens consomment beaucoup par tête, ça peut que aider à atteindre certains objectifs environnementaux, en particulier le déclin des émissions de gaz à effet de serre. Ça nous permet de réconcilier un peu la quadrature du cercle qui est faire baisser des émissions totales, qui est ce qui compte pour le réchauffement climatique, tout en maintenant des émissions par tête à peu près constantes, qui est ce qui compte pour le niveau de vie. Donc voilà, après je veux juste, avant de passer la parole à un autre intervenant, juste bien clarifier que je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du déclin de la population un objectif en soi. Je dis juste que si ce déclin arrive pour tout un tas d'autres raisons, il y a quand même des effets positifs en termes d'externalité sur l'environnement. Voilà.
un peu de positif. J'ai essayé de vous emmener sur le positif, j'ai vu qu'il avait plus ou moins réussi, mais voilà. Donc attaquons le négatif maintenant. Louis Chauvel, vous nous avez parlé enfin, vous avez commencé à évoquer cette question de la génération dorée des années 40, et déjà dans votre ouvrage de 98, vous présentiez le déclassement des nouvelles générations de retraités par rapport à cette génération dorée. Si vous deviez réécrire votre livre aujourd'hui, est-ce que vous feriez un constat encore plus accablant sur le niveau des nouveaux entrants en retraite, ou est-ce que votre constat juste se pérennise dans le temps? Comment vous voyez cette évolution? D'une certaine façon, et c'est peut-être un peu déprimant pour nous tous, c'est trop tard pour répondre aux pics étranges. On le retrouve en Italie, en Espagne, sur des générations nées environ 10 ans plus tard. Ce pic de croissance économique dont bénéficie une génération spécifique qui a été celle des premiers nés du baby-boom en France, de la génération Mobida qui a connu la libération après la dictature en Espagne, et ainsi de suite. Donc, d'une certaine façon, il aurait fallu, il y a 30 ans, mettre sur pied les politiques économiques dont on discute, ou dont on a discuté au cours des semaines récentes. Et d'une certaine façon, c'est presque un petit peu tard. Le point que je voulais souligner, c'est une fois encore une forme d'hommage à Daniel Cohen dans cette espèce de groupe de réflexion de l'époque. Un hommage dans la mesure où, en fait, d'un peu tous, c'était peut-être le plus proche, peut-être pas de la sociologie, si certainement de la sociologie, en tout cas des sciences économiques et sociales, dans l'exigence d'une profondeur et d'un réalisme vis-à-vis des modèles, vis-à-vis des vraies populations. Un point central chez Daniel, c'était en permanence, qu'est-ce que la réalité? Quelle est, pour la diversité des êtres humains, quel que soit leur âge, leur catégorie sociale, leur classe sociale, mais aussi leurs origines migratoires et autres, quel est l'impact des modèles que nous utilisons sur leur vécu dans leur plus grande généralité? Et c'est un enseignement extrêmement important en sciences économiques. Je veux dire que lorsque j'étais à l'ENSEI à la fin des années 80, l'entourage qui était fait avant tout de néo-keynésiens très macro dans leur approche de l'économie faisait qu'en général, la question centrale, c'était un peu de PIB, des taux d'intérêt réels, mais qu'en est-il des classes sociales ? Qu'en est-il des âges? Qu'en est-il des générations? C'était quelque chose qui était relativement peu présent à l'époque et qui était présent en permanence chez Jean-Paul Fitoussi et chez Daniel Cohen encore plus. Et on a pu le voir au cours des 20 ouvrages qu'il a pu écrire depuis les années 90, dont les infortunes de la prospérité et quelques autres titres facétieux de très haute volée d'un point de vue humoristique, mais dont le contenu en termes de réalité était particulièrement fin. La réalité que j'observe aujourd'hui, c'est le fait que autant la question générationnelle faisait extrêmement sens dans les années 1990, avec la constitution d'une génération de travailleurs, peut-être pas vieillissants, mais seniors, d'une cinquantaine d'années, extrêmement politisés, qui connaissaient tous peut-être pas tous leurs députés, mais qui avaient tous été sous influence syndicale, un contexte de politisation lié à mai 68, mais aussi lié aux succès électoraux de François Mitterrand et de la génération derrière qui l'a suivi, de petits jeunes qui étaient nés dans les années 40, Henri Weber, on pourrait faire Laurent Fabius, on pourrait faire une très longue liste des personnes en question. Et à l'époque, effectivement, il y avait une conscience sociale extrêmement forte et un sens, on va dire, de l'intérêt, pas simplement de l'État, mais aussi de l'intérêt du salariat, de la classe sociale salariée. Cette réalité, d'un certain point de vue, a été extrêmement positive. L'aspect négatif de cette réalité positive, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi. C'est-à-dire que les carrières, les embauches dans l'éducation nationale, les indices de croissance, la croissance de l'indice et par ailleurs la forme des carrières ont à peu près systématiquement désavantagé les jeunes générations depuis une trentaine d'années, de jeunes générations d'enseignants agrégés, certifiés et ainsi de suite. Et on voit une pente qui dérape lamentablement pour les générations qui sont nées après 1955-1960, où nous avons effectivement un défaut de cotisation, enfin de niveau de carrière,
qui produit à terme une baisse de niveau de retraite mécanique et que l'on commence à observer depuis environ 5 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en définitive, autant il aurait été, autant la conscience de génération est puissante chez les personnes qui ont de l'ordre de 75-80 ans, pour tout un ensemble d'aspects positifs politiques, de l'expérience politique de la France, on va dire des années 60 à 1980, autant depuis la pente, on observe un délitement, le terme de déliquescence sociale, on le trouve chez Daniel Cohen aussi, c'est-à-dire le fait qu'au fur et à mesure, on aurait pu croire il y a 30 ans, et je l'ai cru, qu'il y aurait la possibilité d'une guerre des générations. Je pense que cette guerre des générations est maintenant totalement impossible, simplement parce que les jeunes générations d'une trentaine d'années aujourd'hui sont tellement segmentées ou divergentes ou centrifuges par rapport à la dynamique centripète qui avait marqué la génération qui a eu 20 ans en 68. Et cette dynamique centrifuge qui fait que les intérêts des hommes et des femmes divergent, selon les origines géographiques, sociales, les expériences divergent. Du point de vue des chances d'accès à un héritage, les chances divergent totalement. Un excellent salaire de la fonction publique ne permet pas de se loger à Paris de façon décente pour un jeune de 30 ans aujourd'hui. Bien évidemment, si le conjoint et le contrat de mariage le permettent, il faut les deux. On peut passer d'une situation de relative pauvreté patrimoniale à une situation plutôt favorable. Là encore, c'est Piketty, c'est le capital de Piketty. Et pour toutes ces raisons, les nouvelles générations divergent peu à peu. Et dans la nécessité de renouveler l'ensemble du débat, la situation et l'ensemble des structures sociales d'aujourd'hui, je crains simplement que les jeunes générations soient profondément désarmées pour amener ce débat politique et social central. Je crains qu'effectivement, merci Laure pour votre introduction, les potentialités de violence de cette situation anomique ou de situations propices au chaos font que malheureusement nous risquons d'avoir une suite de XXIe siècle assez désagréable du point de vue des tensions sociales, politiques et de tous ordres. Et donc voilà, l'une des questions d'aujourd'hui, c'est comment refaire vivre ensemble des catégories dont les destins divergent. Il y a la possibilité de partir à l'étranger qui est une trajectoire potentielle. C'est pas forcément la plus intéressante aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a là maintenant une urgence à poser la question de comment refaire société. Comment refaire société, c'est exactement la question de Daniel Cohen dans son dernier livre Homo Numericus. Et comment refaire société, de fait, une question qui se pose en ce moment dans la société, celle des retraites. Pierre Moscovici, donc la Cour des comptes a sorti il y a quelques jours ce rapport, donc intitulé Démographie et finances publiques. Donc je n'ose penser que la conférence Daniel Cohen influence le programme de publication de la Cour des comptes, mais disons que c'est un heureux hasard que ce rapport soit sorti il y a quelques jours. D'ailleurs, je vous en recommande la lecture, au moins de la synthèse, 18 pages. Les enjeux sont présentés très clairement, donc voilà, allez-y, lisez-le. Parmi tous les sujets liés au vieillissement, celui de la retraite, c'est celui qui cristallise le plus les tensions politiques. Comment vous l'expliquez ? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité ici. Je cherchais à quel titre, peut-être par le fait que je connaissais Daniel depuis une quarantaine d'années tout de même, que nous avions beaucoup échangé, parfois combattu à côte sur le plan politique, parfois divergé sur des questions comme la crise grecque ou la dette, mais toujours échangé avec affection depuis 1985. Peut-être une deuxième raison tient-elle au fait qu'en effet la Cour des comptes s'est beaucoup intéressée au problème des retraites, notamment 2 rapports qui nous ont été demandés, qui m'ont été demandés en fait à titre personnel, mais qui ont été faits par une équipe, par le Premier ministre François Bayrou, qui ont d'ailleurs été assez discutés, pour beaucoup approuvés, notamment par les partenaires sociaux, critiqués par d'autres, et puis peut-être par le fait que moi-même je suis un futur retraité dans une quinzaine de jours de la Cour des comptes avant d'aller vivre au Luxembourg, puisque je vais passer à la Cour des comptes européenne et je vais découvrir le prix de l'immobilier là-bas, mais je serai locataire uniquement, comme je suis d'ailleurs locataire à Paris.
J'ai d'abord une petite réaction comme ça, tout à fait spontanée. Je ne suis pas économiste. J'ai été pendant très longtemps un homme politique, c'est pas un secret. J'ai passé une vingtaine d'années comme député européen, ministre, commissaire, etc. Puis une autre vingtaine d'années comme haut fonctionnaire. Je connais un peu les finances publiques. Je ne suis pas économiste. Mais j'écoutais avec intérêt ce que vous disiez sur l'aspect positif du vieillissement. Ils existent. Mais comme ça, spontanément, quand je regarde l'économie européenne, que j'ai bien vu quand même comme commissaire européen, quand j'examine ce que dit le rapport Draghi, quand je nous compare par rapport à d'autres régions du monde, quand je vois le décrochage qui est le nôtre, je n'arrive pas à concevoir comme totalement positif que la société vieillisse. Nous avons fait notre rapport public annuel il y a 2 ans sur les jeunes. Puis nous avons fait ces 2 rapports sur les retraites. Bon, le fait de constater qu'il y a aujourd'hui exactement autant de jeunes de moins de 20 ans que de plus de 65 ans et qu'en réalité c'est quelque chose qui va s'inverser, je ne pense pas que ce soit un atout pour nous dans la compétition mondiale qui se dessine que ce vieillissement au total. Hein. Je vois bien les aspects que vous avez soulignés, mais globalement, c'est pas quelque chose qui me parvient à me réjouir complètement, même si, évidemment, le fait de pouvoir vieillir en bonne santé, plus longtemps, d'abord, si les conditions des retraités eux-mêmes est importante. Alors, les enjeux, pourquoi est-ce que ce sujet est si présent ? Il y a plein de raisons. Je pense que c'est un enjeu qui est un enjeu démocratique, un enjeu qui est social, et un enjeu de finances publiques, et enfin un enjeu politique. Je vais commencer par l'enjeu politique, il est évident. Je ne vais pas reprendre ce que disait Louis Chauvel sur 95. Moi, en 95, j'étais un jeune, pour le coup, député européen, socialiste, engagé dans le combat contre la loi Juppé, dont personne ne saura jamais d'ailleurs si c'était un bon combat, parce qu'au final, il faut se souvenir que c'était une réforme très ambitieuse, que c'était une réforme qui était approuvée par le grand syndicat réformiste qui était la CFDT. Je me souviens effectivement d'être allé à la Fondation Saint-Simon avec Lionel Jospin à l'époque pour discuter de ça avec tous les protagonistes que vous évoquez, Pierre Rosanvallon, Daniel et d'autres, qui n'étaient pas contre d'ailleurs la réforme Juppé. Et puis la réforme Juppé a échoué parce qu'elle a touché un certain nombre de paramètres, comme la réforme des régimes spéciaux, qu'elle s'est heurtée à tous les syndicats de fonctionnaires, etc. Mais derrière tout ça, il y a un fait très important, c'est que les retraités votent. Et moi qui me suis présenté une douzaine de fois des élections, qui ai soutenu des candidats, qui était même directeur de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle élu en 2012, ils votent. Et donc ça, c'est un enjeu très important qui est un enjeu plutôt en réalité de conservation. C'est-à-dire très difficile de toucher au système des retraites dans ce pays parce que les retraités se défendent. Alors peut-être ont-ils aujourd'hui une baisse des retraites qui s'amorce, mais si on constate les statistiques, c'est ce que la Cour a fait dans ses chiffres, on constate que le niveau de vie des retraités est légèrement supérieur à ceux des actifs, sans compter bien sûr le fait que, de manière générale, ils ont un patrimoine qui est plus important et une structure de dépenses qui est tout à fait différente. Et donc ça, c'est un enjeu politique qui est essentiel. Pour le reste, c'est un enjeu aussi de modèle social. Il y a quand même en France 17 millions de retraités. Il y a 4 millions de bénéficiaires des pensions de réversion. C'est tout à fait considérable. Mais ça concerne aussi les actifs, puisque nous avons choisi un système qui est un système de retraite par répartition, fondé sur la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire que ce sont les cotisants qui finalement financent les retraites. Or, si on constate l'inversion générationnelle, s'il y a de plus en plus de retraites à financer, de moins en moins d'actifs, ça c'est un des enjeux que souligne le rapport que j'ai présenté il y a une quinzaine de jours sur la démographie, évidemment ça pose des problèmes de financement absolument majeurs, donc c'est un enjeu également de finances publiques et de modèle social. Avec peut-être des contradictions. Si nous voulons garder, sauver le modèle par répartition, alors à ce moment-là, il faut traiter la question de finances publiques. Si nous ne la traitons pas, il faudra passer à autre chose. Et c'est là où nous en sommes, au fond, aujourd'hui. Et c'est ce que montrent assez bien nos rapports, mais aussi beaucoup d'autres, en vérité, parce que quand le ratio entre les actifs et les inactifs se dégrade, c'est le cas déjà de manière spectaculaire, alors évidemment, le système de retraite par répartition est forcément sous une énorme tension. On a connu une période où c'était 4 pour 1. Aujourd'hui, on est à peu près à 1,60 pour 1. Dans le rapport sur la démographie, je me souviens bien des chiffres, quand on regarde à 2070, on est à 1,1 pour 1. Comment voulez-vous financer un système de retraite par répartition dans des conditions qui soient des conditions de statu quo ?
Or, derrière ça, il y a l'aspect politique que nous soulignons tous les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, du coup, les retraités ne sont pas prêts non plus à abandonner, on le comprend, leur situation. Donc, vous avez tout un combat autour de ça, y compris de ceux qui sont pour une forme, de la même façon que Keynes parlait de l'euthanasie des rentiers, pour l'euthanasie des retraités. Je citerai par exemple un inspecteur des finances qui s'appelle Jean-Pascal Bouffret, qui vient nous expliquer benoîtement qu'en réalité, il y a un déficit du régime de retraite de fonctionnaires caché de quelques 55 milliards d'euros. D'abord, je crois que c'est complètement faux, mais si c'était vrai, je me demande ce qu'il suggérerait, soit d'embaucher des centaines de milliers de fonctionnaires pour améliorer le ratio entre les actifs et les inactifs, les cotisants et les retraités, soit au contraire de diminuer de manière considérable le niveau des retraites des fonctionnaires, alors même qu'en effet, le constat peut être fait non seulement pour des jeunes fonctionnaires, mais pour des vieux fonctionnaires aussi, j'en suis un, que vivre à Paris avec un loyer de fonctionnaire qui n'est pas un loyer très... Moi, j'y arrive à peu près, je suis pour le président de la Cour des comptes quand même, mais je dois être l'indice le plus élevé de la fonction publique française, ce qui ne fait pas de moi du tout un homme riche d'ailleurs. Ça, c'est notre problème, c'est le décalage entre la fonction publique et le privé. Mais bon, voilà. Donc ça, on a comme des contradictions qui sont très très fortes. Observons par ailleurs que la France consacre quand même un peu plus de dépenses à son système de retraite que d'autres. Alors, les comparaisons ne sont pas totalement homogènes avec l'Allemagne, par exemple, mais chez nous, c'est 14%, chez les autres, c'est 11%. Donc il y a un problème derrière qui est posé de savoir quel est le coût de ce système. Enfin, je crois qu'il y a un problème de lisibilité, c'est-à-dire que malgré les réformes qui se sont succédées au fil des ans, il reste encore une quarantaine de régimes qui ne parviennent pas à permettre qu'on arrive à comprendre de façon extrêmement précise ce qu'est en quelque sorte le GPS retraite. Voilà, il y a donc un enjeu qui est démocratique, un enjeu qui est social, un enjeu qui est un enjeu de finances publiques tout à fait majeur, on en reparlera, et un enjeu politique tout à fait essentiel. C'est pour ça que c'est un tel nœud. Vous voyez, aujourd'hui, il y a toute une série de publications qui se font. Je pense au livre de Nicolas Dufourcq, d'euthanasie des retraités. Ben voilà, si on le suit, c'est l'euthanasie des retraités. Parce qu'il nous explique assez benoîtement qu'en vérité, ce qui s'est passé, c'est que notre dépense sociale est explosée, que donc nous avons une dette sociale massive, et que la moitié de cette dette est due aux retraités, c'est QFD. Il faut être massivement anti-retraité. Ce qui, évidemment, n'est ni possible ni souhaitable. Donc on voit un nœud de contradiction qui se déroule autour de cette question, qui fait de ça la question politique centrale du débat, sans doute, pendant des années et des années. Quant à la démographie, globalement, quand même, ce que montre notre rapport, ce sont des effets assez préoccupants, parce que si la population vieillit, s'il y a moins d'actifs, alors à ce moment-là, il y a forcément moins de recettes d'un côté, plus de dépenses de l'autre, d'où une des suggestions que nous faisons, qui est un peu à contre-cycle, qui est de suggérer en filigrane qu'en vérité, pour ceux qui peuvent et ceux qui veulent, en réalité, il faudra bien considérer que les générations qui auront 60 ou 70 ans, ce seront des générations de gens actifs. Ça n'incite vous pas... l'écrivez noir sur blanc dans le rapport, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais ça n'incite pas à dire qu'il faut faire la retraite à 70 ans, mais que certains peuvent le faire. Quand on a... Moi, je n'ai pas porté des charges lourdes toute ma vie, j'ai eu des tâches passionnantes absolument. J'ai 68 ans, j'ai encore une certaine énergie. Je le considère comme normal de travailler. Je ne le suggérerais pas à quelqu'un d'autre. Enfin, ce type d'enjeu-là, y compris de retraite choisie, est un enjeu qui est devant nous. Et on va revenir sur les questions un petit peu du design idéal du système de retraite. Avant de revenir là-dessus, vous avez évoqué la question du patrimoine des retraités. On a vu aussi que les taux d'épargne des retraités avaient augmenté. C'est un phénomène récent. Avant, les gens partaient sans forcément avoir un patrimoine conséquent. Maintenant, c'est quelque chose qui a totalement changé en peu de temps, finalement. Et de fait, ça ouvre la question de la taxation de l'héritage, avec tous les débats qu'il y a eu, notamment sur le pacte Dutreil, sur la transmission, etc. Antoine, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui, de ton point de vue, pourrait être une solution qui permet de concilier à la fois le financement du système social et la redistribution intergénérationnelle? Comment on réconcilie justice sociale et équilibre financier de ce point de vue-là? Alors je pense qu'on atteint le nœud du problème. Pierre Moscovici l'a très bien dit, il y a une relative, légère inégalité de niveau de vie, en particulier une fois qu'on prend en compte la taille des foyers entre retraités et actifs. Mais il y a surtout, et c'est assez nouveau, une inégalité de patrimoine massive entre les générations aujourd'hui à la retraite, en particulier les générations âgées qui sont à la retraite depuis longtemps, et les jeunes actifs. C'est le produit
d'un certain nombre de dynamiques historiques, des taux d'intérêt faibles qui ont permis l'accumulation de patrimoine, une croissance des grandes métropoles qui a permis la croissance des prix de l'immobilier pour ceux qui avaient fait l'acquisition d'un logement il y a assez longtemps, et un système de retraite très généreux qui permet de ne pas désépargner à la retraite. C'est une spécificité française. Dans la plupart des pays, au moment du passage à la retraite, s'amorce une désescalade, une réduction du patrimoine immobilier et du patrimoine financier en général, au fur et à mesure que les retraités utilisent leur épargne accumulée pour consommer à la retraite. En France, et c'est de plus en plus le cas, les retraités ne désépargnent pas. Le point d'inflexion par âge du patrimoine individuel se situait autour de l'âge de la retraite, autour de 60 ans, pendant très longtemps, jusqu'aux années 80. Les enquêtes patrimoine successives montrent qu'ils se déplacent de plus en plus. Les données sont de plus en plus bruyantes au fur et à mesure qu'on se déplace à droite de la distribution. Mais de 60 à 70 ans, on ne désépargne pas, on continue d'accumuler du patrimoine. C'est en partie des effets de valorisation, c'est aussi en partie des effets d'épargne nette qui se sont vus de manière caricaturale au moment de l'indexation des retraites qui a eu lieu il y a 2 ans sur une inflation particulièrement élevée et dont on sait désormais avec les données bancaires individuelles de comptes bancaires qu'elle a été très massivement épargnée par les retraités. Donc on est dans un cas unique à l'échelle à la fois internationale et historique d'un patrimoine qui continue de s'accumuler à la retraite en France du fait de la double force de retraite généreuse qui ne rend pas nécessaire de désépargner et de forces macroéconomiques et financières qui continuent de préserver les patrimoines existants accumulés par les retraités. Donc, ça crée une inégalité de patrimoine dont on entend parfois qu'elle n'est finalement qu'un cycle éternel qui va se reproduire. C'est-à-dire que souvent, la réponse à ça, c'est normal que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie ait un patrimoine plus élevé que quelqu'un qui entre dans la vie active, et bien sûr, c'est vrai. Et donc, ce sera votre tour un jour. C'est souvent la réponse que font un certain nombre de retraités ou de leurs représentants politiques. Ce sera votre tour, vous les jeunes, patientez, vous serez un jour des jeunes retraités au patrimoine florissant. Sauf que c'est faux. En fait, la réalité, c'est qu'il y a une génération spécifique, dite des boomers, nés autour après 47, 48 et jusqu'en 55. Il y a une génération spécifique qui a bénéficié d'un contexte économique particulier, qui a bénéficié de transferts intergénérationnels massifs. Il n'est absolument pas prévu, dans le design actuel du système de retraite français, que ce transfert intergénérationnel se perpétue et continue simplement parce que ce n'est pas faisable. Il a pu se faire dans un contexte de 4 actifs par retraité. On ne continuera pas de payer des retraites aussi généreuses dans un système où il y a un actif par retraité. C'est simplement pas financièrement possible. Ça reviendrait à prélever 80-90% du salaire des actifs, puisque tous les actifs ne sont pas employés et tous les actifs ne sont pas salariés. Donc on est face à un contexte démographique, patrimonial et financier qui est spécifique à une génération, qui ne se reproduira pas, et qui exige donc des réponses fiscales, politiques et de finances publiques spécifiques à une génération. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de changer durablement et définitivement notre système de retraite tel qu'il fonctionne. Ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de compenser une inégalité intergénérationnelle particulière qui a bénéficié à une génération, aujourd'hui à la retraite, et donc, comme le dit Louis Chauvel, il est bientôt trop tard pour traiter le problème, puisque cette génération est en train d'arriver progressivement à l'âge du décès. C'est là qu'on rentre dans la question de la taxation du patrimoine. Pas encore, pardon pour les plus âgés dans la salle, je vous souhaite une longue et heureuse vie, mais néanmoins d'un point de vue macroéconomique, cette génération atteint l'âge où il sera bientôt trop tard pour traiter ce qu'on appelle, ce que Buchanan appelait le piège transitionnel. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui a bénéficié, toutes les générations suivantes, elles ont payé des cotisations très élevées pour financer les retraites de ces générations, et donc elles s'attendent à un retour qui ne sera pas très élevé sur leurs cotisations. Donc traiter ce problème intergénérationnel avant que finalement on ne se retrouve qu'entre générations de payeurs nets est absolument essentiel. C'est là que la question de l'héritage se pose. Et donc je pense qu'il y a 3 sous-questions dans la taxation de l'héritage. La première, c'est est-ce que notre système tel qu'il existe aujourd'hui taxe correctement les transmissions intergénérationnelles ? La Cour des comptes, avec le Conseil des prélèvements obligatoires, a travaillé récemment sur la question. La réponse est non. Le système taxe de manière
peu progressives certaines successions, très progressives d'autres, en particulier les successions non intrafamiliales ou qui ne sont pas en ligne directe. Il manque un certain nombre d'éléments de l'assiette fiscale. On connaît la question du Dutreil. Il y a d'autres formes de transition, en particulier l'usufruit transmis bien avant le décès, qui est largement exonéré, selon l'âge de la transmission, de notre système de taxation des héritages. Et donc, notre système de taxation intergénérationnelle, il est à la fois très lourd, très complexe, très illisible, très difficile à faire comprendre politiquement, et en même temps, ni très progressif, ni assez massif pour répondre à l'enjeu de cette grande transmission qui s'annonce de patrimoine de plusieurs milliers de milliards dans les 20 années qui viennent. Donc, le système tel qu'il existe aujourd'hui ne cible pas très bien le patrimoine accumulé par cette génération particulière. 2, comment s'assurer que si on taxe les héritages de manière plus lourde pour en partie financer la transition démographique et les enjeux de la dépendance, si on taxe les héritages, comment s'assurer qu'on ne les taxe pas de manière imparfaite ou inéquitable? Là, je pense qu'il y a un enjeu de valorisation correcte des patrimoines. Là encore, on en revient aux exonérations diverses et variées, aux usufruits, au Dutreil, aux transmissions sous-valorisées de patrimoine immobilier. Il y a un autre enjeu qui consiste à ne pas se tromper d'assiette. Autrement dit, la grande partie du patrimoine accumulé qui va être transmise, ce sont des plus-values immobilières et financières. Ce sont des plus-values, c'est-à-dire que ce sont des actifs acquis il y a 30 ou 40 ans pour assez peu cher, qui valent très cher aujourd'hui. Et s'ils sont éventuellement taxés via une taxation de l'héritage, ils seront dans tous les cas exonérés de toute taxation sur les plus-values. Si vous êtes un retraité à l'approche du décès et que vous vendez aujourd'hui votre maison pour 1 million d'euros, vous êtes taxé éventuellement sur la plus-value accumulée, si c'est en particulier pas votre résidence principale, et ensuite, vous transmettrez 1 million de liquidités qui seront taxées à nouveau au droit de mutation à titre gratuit, donc au droit de succession. Si vous conservez cette maison et que vous la transmettez directement, elle sera taxée pour 1 million au droit de succession, mais la plus-value accumulée ne sera jamais taxée. Je pense que pour traiter l'enjeu transitionnel d'une génération particulière qui s'est enrichie, c'est beaucoup plus essentiel de traiter ces plus-values accumulées en ne les exonérant pas au moment du décès, via ce que les Américains appellent du joli terme de step up in basis, on saute une marche d'escalier. C'est beaucoup plus important de ne pas exonérer ces plus-values accumulées que d'augmenter à la marge les taux sur les droits de mutation. Et enfin, si je peux donner un dernier point, le problème en France n'est pas un manque d'impôts. Le problème n'est pas qu'il faille augmenter la fiscalité dans son ensemble. On peut débattre du niveau approprié de dépenses publiques et des impôts, mais en comparaison internationale, on est l'un des 2 à 3 pays les plus fiscalisés du monde développé. On a les taux de taxation marginaux sur le capital comme sur le travail parmi les plus élevés de l'OCDE. Donc il n'est pas évident qu'il fallait rajouter un étage supplémentaire de fiscalité. En revanche, dire qu'il faut faire peser la fiscalité sur des assiettes comme ces plus-values accumulées, comme ces héritages qui vont être transmis dans les 10 à 15 prochaines années de manière beaucoup plus lourde, et en cela permettre de réduire la fiscalité qui aujourd'hui pèse sur les actifs, notamment pour financer les retraites, c'est ça le grand bargain en quelque sorte, le grand échange intergénérationnel qu'il faudrait opérer. C'est dire qu'on procède à un échange, à une modification de l'assiette fiscale qui va peser plus sur les retraités et leur patrimoine accumulé et moins sur les actifs et en particulier les salariés. Et donc je pense que c'est ces 3 enjeux auxquels il faut réfléchir plutôt que de dire de manière un peu aveugle il faut augmenter l'impôt sur les successions parce que les successions sont trop élevées. Il faut traiter ce problème de transition intergénérationnelle par des instruments appropriés. Merci beaucoup. Si on revient à cette question un peu paramétrique de la réforme des retraites, dans un des rapports que vous citez, donc celui en l'occurrence de février 2025, vous citez 4 leviers dans le rapport de la Cour des comptes pour justement maintenir cet équilibre du système de retraite. Je sais que dans ce rapport, vous ne tranchez pas entre ces 4 leviers, vous les donnez. Vous, quelle solution vous voyez? Est-ce que vous en privilégiez quand même l'une plus que l'autre, ou est-ce que vous en voyez d'autres maintenant, après un an après ce rapport? Quelles solutions pour vous sont sur la table aujourd'hui, Pierre Moscovici? Bon, la première des choses, c'est peut-être un élément contextuel. Nous sommes en train de finir les débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
et les débats sur le projet de loi de finances. Et dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances pour la sécurité sociale, il n'est pas mystérieux qu'une des conditions qui a permis que finalement ce budget soit voté, alors il doit l'être définitivement demain, je pense qu'il le sera, il y a une cohérence quand même que ce soit le même vote que la semaine dernière, ça a été la suspension de la réforme des retraites de 2023. Bon, pas de mystère non plus. Dans ma vie politique, j'étais un socialiste constamment, et à titre privé, je considère l'être resté. Je n'ai pas changé d'opinion ou de subite grève de cerveau au moment où je suis entré à la Cour des comptes, même si je suis astreint à une stricte neutralité politique ou une réserve à laquelle je me tiens. Mais je me pose quand même quelques questions. Bon, je comprends très bien pourquoi on a pu demander la suspension. C'est parce que la réforme de 2023 s'est déroulée dans des conditions qui n'ont pas été optimales, qu'il est probable tout de même que ce qu'on appelait l'âge pivot, l'âge moyen n'est pas la meilleure des solutions, que d'autres questions n'ont pas été traitées qui sont fondamentales, comme les questions des inégalités, enfin la question de la pénibilité d'abord, la question des inégalités entre les hommes et les femmes, la question des inégalités entre ceux qui sont bien portants et ceux qui ne le sont pas. Et donc cette réforme, pour le coup, ayant été totalement paramétrique, contrairement à ce qui était prévu dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, où il visait du systémique, bon, elle a provoqué un mouvement massif, comme d'ailleurs toutes les réformes de retraite depuis des années et des années, un peu moins certaines, notamment celle qu'avait proposée François Hollande avec Marisol Touraine, qui était celle de l'allongement progressif de la durée de cotisation. Et donc, politiquement, c'est devenu un enjeu. Ouais, bon. Financièrement, c'est pas dramatique à court terme, parce que ça coûte 300, 400 millions pour cette année. Compte tenu de notre niveau de déficit, c'est jouable. Peut-être 1 à 2 milliards l'an prochain. Ça s'arrête en 2027. Oui. Une fois qu'on a dit ça, c'est de la politique de court terme, dans un univers où il n'y a pas de majorité, où il faut arriver à bâtir des compromis boiteux entre des forces contradictoires. La vérité, c'est qu'on n'en a pas fini du tout avec l'enjeu financier des retraites. Il y a quelques chiffres très simples. Déficit actuel, 6,6 milliards. Encore, je ne reprends pas les thèses fantaisistes de Jean-Pascal Beaufret, 6,6 milliards. En 2030, toujours 6,6 milliards, à condition que la réforme joue son rôle. Et elle rapporte 10 milliards. Si, d'aventure, c'était plus une suspension, mais une abrogation, ce serait probablement encore 8 à 10 milliards qu'il faudrait trouver d'ici à 2030. Ajoutons que, compte tenu de tout ce dont on parle depuis le début de notre échange, c'est-à-dire la dégradation du ratio entre les actifs et les inactifs, ce sera 15 milliards par an en 2035, donc au mieux, à condition que la réforme ait été faite, et 30 milliards par an en 2045. Donc le système n'est pas financièrement soutenable. Et là, on retrouve exactement ce que vous venez de dire à l'instant. Et à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un transfert. Sinon, effectivement, ce sont les actifs qui vont consacrer la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus au financement des retraites. Et donc le système de répartition tel qu'il est doit être réformé. Il n'est pas bien. On n'en a pas fini avec la réforme des retraites. En 2027, il y a une élection présidentielle. Il faudra bien que cette question soit tranchée d'une manière ou d'une autre. Alors après, il y a des problèmes de fond qui sont aussi des problèmes de méthode. Et en effet, on a identifié plusieurs types de paramètres. Je vous les cite. Dans notre rapport, mais il y a les aspects financiers et les autres. D'abord, faire varier l'âge d'ouverture des droits, c'est-à-dire l'âge effectif de départ, passer à 65 ans, par exemple. Ça générerait un gain de 4,7 milliards d'euros en 2030 et 10,6 sur l'ensemble des finances publiques. Donc ça réduirait le nombre de retraités et ça prolongerait la durée de cotisation. Si on fait varier la durée d'assurance requise, c'est le nombre de trimestres pour une retraite au taux plein, en passant à 44 annuités, c'est-à-dire du Touraine prolongé, disons, à ce moment-là, on pourrait avoir un gain de l'ordre de 5,2 milliards d'euros et 9,7 milliards d'euros sur l'ensemble des finances publiques. On peut faire varier le taux de cotisation des salariés et des employeurs. Un point supplémentaire de cotisation rapporterait entre 4,8 et 7,6 milliards d'euros par an. On pourrait enfin réviser l'indexation des pensions. Alors ça aussi, c'est un des sujets qui était sur la table et puis qui a disparu pendant la discussion du PLFSS. C'est-à-dire opter pour une sous-indexation par rapport à l'inflation. Ça pourrait générer des économies dès 2025 à hauteur de 2,9 milliards d'euros. Donc on est entre 2,9 et 7 milliards, en observant tout de même, ça c'est puisque vous me donnez une piste quand même, que augmenter l'âge moyen ou l'âge légal rapporte sans doute un peu plus à court terme que toute autre manière de faire,
mais que c'est un effet qui plafonne en 2030 ou 2032, alors que si vous continuez à augmenter le nombre d'annuités, eh bien ça se poursuit et donc ça finit par avoir un rendement meilleur. En vérité, c'est sans doute une combinaison qu'il faudrait faire de tout ça, comme le font d'ailleurs d'autres pays. Je ne crois pas pour ma part à la réforme des retraites. On a beaucoup essayé. Je pense qu'il faudrait plutôt, et c'est d'ailleurs le sens de la réforme systémique, essayer d'introduire un système qui soit un système d'évolution constant, de révision constant, discuter avec les partenaires sociaux. C'est ce que font notamment les pays nordiques, ils le font beaucoup plus efficacement que nous, avec des clauses de révision également constantes, et jouer sur les différentes touches du piano. Ce serait plus efficace que ce que nous faisons aujourd'hui. Et je pense quand même que l'augmentation progressive du nombre d'annuités, plus efficace que de redéfinir un âge pivot ou un âge couperet. J'ajouterais que quand même une des clés d'admissibilité ou d'acceptabilité politique d'une réforme, c'est de traiter les sujets fondamentaux, d'abord de la pénibilité. La pénibilité, ça veut dire quand même, je parlais tout à l'heure sur la démographie, et quelqu'un qui a 65, 68, 70 ans dans une profession intellectuelle, vous avez ici des professeurs émérites, on peut continuer à bosser, on ne se sent pas épuisé. Pas parce que ce n'est pas le métier pas fatigant, mais parce qu'on a pas mal au dos. Si, on a été couché sur sa table, mais ce n'est pas exactement la même chose que de porter des charges lourdes. Et en termes d'espérance de vie, on constate quand même qu'un ouvrier a une espérance de vie de 3 ans moindre après la retraite, donc que quelqu'un qui est un employé ou un cadre. Si c'est un homme, si c'est une femme, c'est 2 ans. Donc ça, c'est une question qui est absolument massive, sur laquelle on bute, sur laquelle, je dois dire, le MEDEF a été remarquablement brutal par rapport à la CFDT, qui avait fait des propositions, me semble-t-il, assez pertinentes dans la période actuelle, comme dans le passé d'ailleurs. Il y a la question des égalités entre hommes et femmes, et aussi la question de la prise en compte de celles et ceux qui ont des difficultés de santé, de handicap, etc. etc. Donc moi, je plaide plutôt pour une approche systémique, une approche qui joue sur plusieurs paramètres, une approche constante, plutôt que pour reprendre cette thèse de l'âge pivot. Franchement, je ne sais pas qui sera élu en 2027, mais je déconseillerais à quelqu'un de faire campagne sur la retraite à 65 ou 67 ans. Mais je ne vise personne. Je saisis la balle au bon sur le systémique. On va aller encore plus loin sur le systémique, sur la question des retraites par capitalisation. Il nous reste très peu de temps, donc on va essayer de tenir en 5-7 minutes. On va écouter Antoine et Pauline sur la question de la retraite par capitalisation. En 2-3 minutes, Antoine, sur peut-être un des enjeux les plus importants de notre génération. Pourquoi la retraite par capitalisation ? Qu'est-ce que quelles options ça nous offre par rapport à la répartition ? Et comment transitionner éventuellement vers ce système s'il est souhaitable ? Je vais essayer d'être très efficace. La retraite par capitalisation n'est pas une solution miracle. La retraite par capitalisation ne fera pas disparaître le problème démographique de financement de la consommation de retraités toujours plus nombreux par des actifs toujours moins nombreux. La retraite par capitalisation a 3 bénéfices par rapport au régime par répartition comme il existe aujourd'hui. Le premier, elle permet de diversifier l'exposition de votre retraite. Elle est plus seulement exposée à la croissance de la masse salariale française, elle est exposée à la croissance de l'économie mondiale qui, ces dernières années, a eu tendance à performer un peu mieux que l'économie française et donc permettre d'investir à l'étranger une partie de vos cotisations, ça vous expose à, en moyenne, des performances plutôt meilleures que celles qu'ont eu les régimes par répartition. Le deuxième avantage, c'est de ne plus avoir à verser des pensions qui sont politiquement incroyablement élevées et coûteuses à des hauts niveaux de revenus. L'immense majorité des pays avancés ont plusieurs piliers, un régime par répartition avec un plafond très bas ou assez bas qui s'assure que personne ne meurt de faim à la retraite. Et au-delà de ça, pour ceux qui le souhaitent, une capacité d'épargne libre pour ceux qui préfèrent épargner plus pour leur retraite et donc consommer plus à la retraite, mais aussi pour ceux qui ne le préfèrent pas, consommer plus aujourd'hui quand ils en ont besoin en tant qu'actifs. La spécificité du système français, c'est de consacrer 28% de votre salaire, entre cotisation employeur et cotisation salariée, au régime par répartition obligatoire, et donc de ne pas du tout offrir cette marge de manœuvre individuelle qui permet à chacun, dans un régime par capitalisation, d'épargner plus certaines années, moins d'autres années, plus s'il le préfère, moins s'il ne le préfère pas. Et donc, refléter mieux les préférences individuelles, combien je veux consommer quand je suis actif et combien je veux consommer quand je suis à la retraite, c'est le deuxième bénéfice du système par capitalisation. Le troisième bénéfice, sans doute le plus important, c'est la lisibilité. Le système de retraite par répartition est absolument illisible.
tel qu'il existe aujourd'hui en France. C'était en partie ce à quoi entendait remédier la fameuse réforme du régime par points. C'était de rendre plus lisible le niveau futur des pensions auquel vous donnent droit vos cotisations actuelles. L'illisibilité, elle vient de la démultiplication de 45 régimes et elle vient aussi de l'incertitude liée à la gouvernance du système qui fait que vous ne savez pas si, entre aujourd'hui et votre date de départ à la retraite, le système politique, reflétant les poids démographiques et électoraux des uns et des autres, aura décidé de changer le niveau ou le calcul de votre retraite entre maintenant et votre départ à la retraite. Le système par capitalisation permet, sur une partie de vos cotisations, de préserver des droits de propriété beaucoup plus lisibles, beaucoup plus permanents et beaucoup moins faciles à remettre en cause que ceux qui sont aujourd'hui malléables à souhait au gré des évolutions politiques, voire politiciennes, comme on l'a vu il y a quelques jours. Merci beaucoup Antoine. Juste pour peut-être boucler sur revenir à la question démographique, parce que de fait la question démographique elle ouvre des questions de finances publiques, de retraite, etc. Mais à la base la démographie c'est aussi le nombre de personnes sur un territoire donné, dans une nation, etc. Et de fait le président de la République a eu ces mots qui je pense ont marqué un peu collectivement la société de réarmement démographique dans un contexte géopolitique particulier il y a maintenant 2 ans. Est-ce que d'un point de vue économique ça fait quand même sens de vouloir relancer la natalité pour la natalité, et si oui, quelles options avons-nous sur la table, Pauline ? Oui, donc je pense que la question, elle soulève 3 sous-questions. La question de l'optimalité, de la légitimité et de l'efficacité. Donc la question de l'optimalité, c'est souvent celle qu'on se pose le moins. J'ai l'impression que dans le débat public, on part du principe que 2 enfants par femme, c'est un peu le Graal. Et si la natalité est au-dessus, on se dit « Ah, explosion démographique ». Si elle est en dessous, on se dit « Ah, déclin démographique ». En fait, 2, ça veut juste dire que la population est stable. C'est pas possible qu'en 2025 tous les pays soient à leur population optimale, quoi. Donc il y a forcément des pays qui devraient croître plus, d'autres qui devraient décroître. Et en fait, bien poser le problème, on l'a vu dans les discussions, les naissances, il y a des externalités positives en termes d'innovation, il y a des externalités négatives en termes d'environnement. C'est pas forcément évident de quantifier les 2 forces. Donc après, si on se dit bon, ok, on a résolu ce problème d'optimalité et on arrive au constat que on voudrait une natalité différente de celle que les gens choisissent de manière privée. La deuxième question, c'est est-ce que c'est légitime pour l'État d'intervenir dans cette sphère ? On n'est pas en train de parler de consommation de biens et de services, on est en train de parler d'un choix privé et intime. Est-ce que c'est légitime que l'État intervienne pour inciter ou désinciter les naissances ? Sur cette question-là, historiquement, il y a tout un tas de dérives qui ont eu lieu, des politiques natalistes ou antinatalistes coercitives qui ont amené à tout un tas d'atteintes aux droits fondamentaux, notamment les droits des femmes. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un consensus dans la société française pour dire que si la baisse de la natalité, elle vient des préférences, c'est ce que les gens choisissent, l'État n'a pas vraiment légitimité à intervenir. Par contre, s'il y a des contraintes qui empêchent les couples d'atteindre leur objectif, alors là, l'État est légitime pour essayer d'enlever ces contraintes. Et donc ça nous amène à la troisième dimension, l'efficacité des politiques familiales. Les contraintes, c'est lesquelles ? Il y en a 3. C'est des contraintes d'argent, un enfant ça coûte cher, des contraintes de temps, la garde des enfants, et les contraintes biologiques, notamment l'infertilité qui touche un certain nombre de couples. La difficulté de ces politiques, Adrien en a un tout petit peu parlé à la fin de sa présentation, c'est qu'elles sont assez inefficaces. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les cibler. Quand on donne des allocations familiales, on les donne à tout le monde. Quand on ouvre des crèches, on les ouvre à tout le monde. Les traitements contre l'infertilité, c'est pour tout le monde. Et en fait, c'est des politiques qui ne vont faire changer d'avis qu'un certain nombre de couples. Il n'y a pas tous les couples qui sont contraints par toutes ces barrières. Et donc, du coup, c'est des politiques qui coûtent très cher pour finalement pas beaucoup de naissances en plus. Voilà. Monsieur Moscovici, vous vouliez réagir ? Non, juste 2 mots pour pas prolonger les choses. Simplement parce que je prolongeais ce que disait M. Lévy sur la capitalisation. On ne peut pas basculer brutalement d'un système de répartition dans un système de capitalisation. Ce que vous évoquiez, c'est-à-dire effectivement des retraites basses, et puis ensuite on épargne. Par définition, ça percute des droits acquis depuis des générations et des générations, ou alors ça supposerait là pour le coup une spoliation des retraités actuels. En revanche, on peut envisager un étage de retraite par capitalisation, et de surcroît, il faut quand même faire attention aux inégalités que ça peut générer. Donc je ne crois pas que ce soit
la panacée universelle. Et ma deuxième remarque, elle est sur la démographie, parce que c'est un sujet que nous avons traité dans ce rapport. Je partage entièrement ce que vous venez de dire, mais au final, dans notre rapport, nous avons pris un parti qui est considéré que conserver, compte tenu de tous les paramètres que vous venez d'évoquer, le niveau actuel ne serait déjà pas si mal. Et donc il ne faut pas espérer, je ne veux pas contredire le président de la République, je n'ose jamais, sur un moment démographique, mais enfin, gardons-nous quand même de nourrir soit des espoirs inutiles, soit des fadaises, tout simplement. Juste peut-être Antoine sur la répartition par capitalisation et après on conclut. Ouais, je ne vais pas prendre trop de temps sur ça. Simplement, le régime par capitalisation, la transition n'est qu'une reconnaissance du coût caché de la retraite par répartition. Il ne s'agit pas de dire que on va transitionner d'un coup et ça va créer un coût supplémentaire. Le coût, il est déjà acquis. Les retraites par répartition, les droits acquis aux retraites par répartition, c'est une dette, quoi qu'il en soit, des futures générations vers les retraités actuels et futurs. Qu'on reconnaisse cette dette sous la forme d'une dette implicite du régime de retraite par répartition ou qu'on la reconnaisse sous la forme explicite d'une prise en charge par la dette publique de ces prestations futures, la question qui compte pour l'avenir, c'est quel est le bon système de retraite. C'est pas comment les prestations acquises ou les droits futurs à prestations acquises nous contraignent dans les choix optimaux à faire pour l'avenir. Merci beaucoup. Alors je suis désolé, on n'aura pas le temps de traiter la question du traité de paix, donc on va rester sur un traité de non-paix. Mais il nous reste à l'écrire, nous, collectivement, je pense, entre nos différentes générations. Il me reste à vous remercier en particulier donc, les 4 intervenants. Ah oui, pardon, monsieur Chauvel, je ne vous avais pas vu, excusez-moi, juste un mot très rapide, et après je conclue. Oui, en fait, très rapidement, je bois du petit lait avec la proposition d'Antoine Lévy consistant à taxer différemment et d'une façon nouvelle et le changement d'assiette, parce que au bout du compte, en un sens, Piketty et Zuckman n'ont pas tort, hein. C'est dans la fiscalité progressive du capital et des revenus que se trouve le nœud gordien. Ensuite, le constat, c'est que d'un côté, les futurs retraités, toutes vos propositions sont effectivement tout à fait justes d'un point de vue rationnel, mais on voit mal quel consensus pourrait s'en dégager. Quant à la modification de la fiscalité, là encore, je ne vois pas quel consensus on trouverait avec l'oligarchie qui s'est bien exprimée au cours des mois précédents. Et l'un dans l'autre, effectivement, on voit l'accumulation de tout un ensemble de distorsions et de non-linéarités. Nous nous trouvons face à des polycrises qui peuvent représenter une opportunité parce que voilà, ça ne peut pas être stable dans les prochaines années et qu'effectivement, notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire comme Daniel Cohen, de relire Polanyi et Schumpeter, de comprendre les grandes crises qui ont été celles de l'Empire austro-hongrois et de la suite au cours des années 1913 à 1950, et qu'effectivement, c'est par cette réflexion non sans, à la fois sur l'économie et sur les capacités des sociétés à pouvoir se transformer que nous aurons la solution. Malheureusement, je crains que toute discussion fondée sur des experts qui expliquent au bon peuple qu'il va falloir ingurgiter telle potion ou telle autre, ça, au cours des 30 dernières années, j'ai vu que ça ne fonctionne pas. Merci pour votre patience. Merci à vous. Donc, juste un mot rapide pour remercier tous les 4 pour vos interventions et des éléments très intéressants du débat, pour vous remercier tous et toutes d'être venus assister ce soir à l'ensemble de la conférence, donc les 2 présentations d'Adrien et Mathilde puis ce panel, et évidemment remercier Laure, Mathias et Ferdinand pour l'organisation de cette conférence. Et toute l'équipe au sens large, parce que maintenant vous êtes une équipe au sens large. Donc suivez la conférence Daniel Cohen sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, partout. Allez-y. Merci beaucoup. Donc il y a un cocktail qui vous attend en rotonde pour ceux qui auraient besoin de se restaurer.